Ok, ça fait longtemps qu'on n'a pas react à du macroniste. C'est toujours un plaisir de react aux interviews politiques quand c'est des macronistes parce que généralement ils sont un peu bouffonnesques quoi. Voilà, donc ce que je vous propose aujourd'hui comme react un peu bouffonnesque, Amélie de Montchalin sur BFM TV face à Apolline de Malherbe qui va tenter de. Ouais, 8h28. tu m'interromps pas toi s'il te plaît. Merci, avec ton nom à particules là. Voilà, qui va tenter de justifier en galérant les errances de la Macronie quoi. Voilà. Donc ça va parler des menaces de Donald Trump par rapport au Groenland, ça j'en ai pas parlé aujourd'hui donc ça tombe bien. Du budget on en a déjà parlé, etc. etc. Voilà, donc c'est parti, je vous rappelle qu'elle est ministre des comptes publics et de l'action et des comptes publics, donc c'est pour ça qu'elle est invitée en qualité de ministre des comptes publics dans cette séquence budgétaire, mais aussi en qualité de représentante de la Macronie finalement pour parler d'autres sujets d'actualité comme Trump et le Groenland. On y va, c'est parti. Ministre du pognon aux ordres du pognon. Relire Jean-Marie Bigard, bien sûr. Il est 8h28 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Amélie de Montchalin. Bonjour. Merci d'être mon invitée ce matin. Vous êtes la ministre du budget et j'ai envie de dire c'est le moment, le jour pas fort, le J, son, on est jour d'accord décisif pour le budget puisqu'il y aura un conseil des ministres tout à que l'heure c'est et la que décision. Merci l'abbé Pétrus pour les 10 balles. Merci beaucoup. Let's go. Putain, l'argent coule à flot aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Merci beaucoup. Moyen, on a bien compris qu'il n'y aurait pas de vote, mais si c'est 49.3 ou ordonnance, Alors. c'est ultime tractation. On a encore vu hier un dernier peut-être cadeau que vous avez fait au Parti Socialiste. Est-ce d'ailleurs le dernier? On verra sur la surtaxe sur les bénéfices des grandes entreprises. Je voudrais d'abord quand même vous poser une question parce qu'on l'a appris à l'instant. Donald Trump qui continue dans ses menaces, qui a encore écrit... Là, le train de live est terminé, vous êtes encore trop chaud. Merci Kiagara. Merci beaucoup pour le 10e mois d'abonnement. Gara, c'est un hommage à Naruto. Je suis en train de lire Naruto en ce moment, j'avais jamais lu, je connaissais un tout petit peu, mais très très vite fait. Et là, je viens de finir la première partie là. Il y a eu le truc avec le flashback où tu vois un peu la jeunesse de Kakashi. Et donc là, c'est le tout début de quand ils ont grandi, de Shippuden du coup dans l'anime. Et en manga, c'est juste la partie 2. Donc là, j'ai lu le premier tome de la partie 2 hier, et du coup, ça parle de Gara. La Katsuki, Gara. Oh, wow. Au gouvernement danois, laissant entendre, je cite, qu'il n'était Du coup, pas... alors voilà, j'ai lu 27 tomes de Naruto, là je suis dedans. Je commence à vraiment être hooked de fou. C'est trop bien. Hein. Moi, je suis un immense fan de One Piece. Je parle juste de ça avant de continuer l'interview. J'ai tous les tomes de One Piece derrière moi. Je suis un gros fan de One Piece. J'avais jamais lu Naruto. Je me demande si Naruto c'est pas limite mieux que One Piece finalement. Voilà. En tout cas, je pense que les deux, il y a match très clairement. Hein. Très clairement. Alors après, il y a peut-être des trucs gaze qui vont arriver par la suite. Mais MDR, non. Peut-être qu'il y a des trucs pourris que je les ai pas encore lus. Hein. Peut-être ça devient merdique. Doucement, il l'a dit. Mais j'en suis au tome 27 ou 28. Là, j'en suis au tome 28. Je suis en mode genre. Bon, en vrai, c'est très très bien. C'est très très bien. C'est vraiment très très bien. C'est limite, je trouve ça limite plus stylé que One Piece. Mais après, ça se trouve, je vais être au tome 60. Je vais être en mode genre. Wow, comment c'est gaze. Ah non, franchement, nul à chier quoi. Donc je sais pas, mais moi je dis ça, j'adore les deux. De toute façon, ça me fait toujours un truc, je finis juste là-dessus, ça fait toujours le même truc. C'est que moi quand je lis un truc que j'aime, je suis en mode genre, waouh, c'est mieux que tout ce que j'ai lu jusque-là. Genre, typiquement, quand je re-regarde les Sopranos, je suis en mode genre, ah, Sopranos c'est vraiment bien, c'est mieux que The Wire en fait. Et après je regarde les The Wire et je suis en mode, ah non, The Wire c'est vraiment bien, c'est mieux que les Sopranos en vrai. Ça me fait toujours ça. Donc là, comme je suis en train de découvrir Naruto, je suis en mode genre, c'est ce qu'il y a de mieux en fait. Et après je vais me re-être dans One Piece et je vais être en mode, ah non, One Piece c'est mieux en fait. Ça fait toujours ça quoi. Voilà. Ça downgrade de fou par la suite. Ok, bon c'est peut-être pour ça. Je vous dirai quand j'aurai fini les tomes, mais là je suis peut-être dans le prime de ce que c'est que Naruto. Franchement, pour l'instant je kiffe ma race, hein, c'est trop bien. Même Sasuke, là, en mode Dark Sasuke, là, il y a plein de blagues sur lui. Au final, le personnage, il est bien. Moi j'aime bien Sasuke. Le personnage il est plus intéressant que ce que je pensais. Hein. C'est incroyable jusqu'au début de la Grande Guerre Ninja. Ouais, no spoil, ouais, mais là c'est peut-être que je suis au prime. Mais en tout cas, Naruto Prime, c'est au moins aussi bien que One Piece Prime. Voilà, c'est ma take. Que vous avez fait au Parti Socialiste, est-ce d'ailleurs le dernier? On verra sur la surtaxe sur les bénéfices des grandes entreprises. Je voudrais d'abord quand même vous poser une question parce qu'on l'a appris à l'instant. Donald Trump qui continue dans ses menaces, qui a encore écrit au gouvernement danois, laissant entendre, je cite, qu'il n'était pas tenu de penser en termes de paix. Il a hier menacé de 10% de hausse de droits de douane pour 8 pays européens, dont la France. En fait, on est en train de vous voir construire un budget pour une économie dont on sent qu'à tout moment, dans cette instabilité, elle pourrait basculer. C'est ça son angle. Ok. Je pensais que ça allait parler géopolitique. Alors, ça entame un bras de fer avec les États-Unis d'Amérique par rapport au Groenland. C'est quand même un événement, ce truc-là. Donc, rappel, il veut le Groenland, Trump, il s'en cache pas. Ça parlait d'actions militaires qui n'étaient pas exclues, mais vraisemblablement,
quand même, il va peut-être pas trop le faire par le militaire parce que c'est l'OTAN, quoi. Voilà, le Danemark est dans l'OTAN avec les États-Unis, donc ça serait vraiment, ça serait un peu compliqué. Donc là, ils ont envoyé quelques dizaines de soldats en Groenland, un peu symboliquement. Mais du coup, il semblerait que Trump, il est plus en mode, bon, on va essayer d'acquérir le Danemark, mais pas militairement, parce que ça va trop foutre la merde. Donc là, il rentre dans un bras de fer avec l'Union européenne, il leur a dit, on va mettre 10% de droits de douane sur tous les pays qui veulent conserver le Danemark, pour les pousser à peut-être acheter le Danemark ou quelque chose comme ça. A priori, du coup, ça serait plus ça la piste privilégiée, plus que l'envahir directement, ce qui foutrait un sacré bordel. Mais avec Trump, de toute façon, on sait jamais ce qui peut se passer, n'est-ce pas? Et donc voilà, c'est intéressant, c'est intéressant. Et donc l'angle d'Apolline de Malherbe, c'est votre budget, est-ce qu'il va encore être adapté à Trump? Bah oui, mais à ce moment-là, on fait pas de budget. Enfin, je sais pas, genre. Avant l'économie, c'est le monde qui peut basculer. Nous avons construit depuis 1945 un cadre mondial. Ok, donc Amélie de Montchalin, c'est tout à son honneur. On ressent la discussion sur justement l'aspect géopolitique, le cadre mondial d'après la Seconde Guerre mondiale, avec l'ONU et le droit international qui est censé régir tout ça, l'OTAN comme étant super structurant dans l'ordre mondial, etc. Ok, bon, tant mieux. Hein. Quelques évidemment en taille, mais un monde où le premier principe s'appelle la souveraineté des nations. Ok. Il y a pas eu, et d'ailleurs c'était bien la première fois entre l'Europe et les USA, c'est pas le monde. Non, mais après, oui. Mais t'auras remarqué quand même que les États-Unis d'Amérique font pas de l'ingérence et de l'impérialisme uniquement par rapport à l'Europe. Hein. Je veux dire, le fait que Trump, la doctrine géopolitique de Trump, ça bouleverse le monde entier, pas que l'Union européenne. C'est juste que là, on parle du Groenland. Voilà. Mais il y a le Venezuela, là, s'ils font des dingueries et de l'ingérence en Iran, bon, voilà. Ukraine, mais il n'y avait plus d'invasion. Les pays arrêtaient de passer la frontière avec leurs chars et leurs armées pour dire ça m'appartient alors que c'est chez toi. Et donc, le sujet là qui se joue, il y a évidemment des enjeux économiques et je vais y revenir. Mais le premier sujet, c'est le Groenland est un territoire danois, du Danemark. Tout comme la Nouvelle-Calédonie est un territoire français, tout comme, vous voyez, nos outre-mer sont des territoires français, certes éloignés de nos capitales géographiques, mais ce sont des territoires qui ont une appartenance, une souveraineté. Et le message que fait passer l'Europe de manière unanime, et ça c'est très important, de manière unanime, même si certains pays, vous savez, la France et d'autres ont évidemment répondu aux appels du Danemark pour que nous ayons à l'heure... Vous réalisez tous à ce qu'elle a dit, je voulais la laisser finir sa phrase. Où elle dit genre, avant, il n'y avait plus d'invasion terrestre comme ça, hein. Maintenant il y a des invasions terrestres avec des tanks. Donc c'est un peu une façon de dire, j'imagine, depuis que Poutine a envahi l'Ukraine, ça a tout changé. Nous, Européens, il n'y avait plus de guerre à l'ancienne comme ça. Et maintenant, il y a Poutine qui envahit le truc et Trump, il va aussi envahir le Groenland. On passe dans une autre séquence qui aurait été ouverte par Poutine avec la guerre en Ukraine. J'imagine que c'est ça ce qu'elle veut dire. Mais bon, dire ça, c'est extrêmement occidentalo-centré. C'est pas comme s'il y a eu des guerres, y compris expansionnistes, avec des volontés de récupérer les territoires dans d'autres endroits du monde ces dernières décennies, déjà, premièrement. Et deuxièmement, oui, vous parlez tous de la Palestine. L'important, c'est la souveraineté, mais pas pour la Palestine, vraisemblablement. Encore qu'elle pourrait se cacher derrière le fait que Macron a reconnu l'État palestinien mes couilles, même si c'est absolument pas suivi des faits, en réalité. Si, il y a eu le plan Trump et tout, mais bon, voilà, il y a eu des centaines de morts depuis, hein, évidemment, ça change pas grand-chose. Ouais. Alors après, pareil, elle pourrait dire, non, mais attendez, c'est pas un État-nation, la Palestine. Hein. C'est pas un État-nation. Hein. Moi, je parle de la souveraineté des États-nations. Hein. Et l'Irak, elle dirait, non, mais attends, mais l'Irak, ils ont pas récupéré le territoire irakiens, les Américains, en 2003. Hein. Ils sont venus pour chasser Saddam Hussein, un sanglant dictateur. Je crois pas qu'ils aient récupéré des bouts d'Irak. Hein. Elle pourrait dire ça. Elle pourrait dire, non, mais l'invasion de l'Afghanistan, c'était pas territorial. Hein. On est venu avec des tanks, mais c'était pas pour récupérer des territoires. Vous voyez? Je pense qu'elle a 10 000 manières de se cacher derrière son petit doigt, mais c'est quand même une version extrêmement occidentalo-centrée de dire non, mais il n'y a plus la guerre, là, tout allait parfaitement grâce au super droit international et grâce à l'OTAN, c'était trop bien. Et là, maintenant, tout change d'un coup. Oui, du point de vue franco-français, un peu, mais c'est vraiment. Elle dit ça au mépris des réalités concrètes de ce qui s'est passé ces dernières décennies dans le monde, quoi. Voilà. Une plus grande surveillance de la sécurité du Groenland vis-à-vis de potentielles attaques extérieures, russes, chinoises et autres, qui inquiètent beaucoup Donald Trump. Et qui nous inquiètent d'ailleurs. C'est pas ça dont elle parlait, voyons. C'est pas ça dont elle parlait. Elle parlait de vouloir récupérer des territoires par une guerre, par une invasion terrestre. Voilà. Beaucoup aussi. Je sais pas ce qui s'est passé au Venezuela. Vous êtes de mauvaise foi, le chat. Non, ça va. Kidnapper le président d'une puissance étrangère, ça va. C'est pas à l'ancienne rentrer avec des chars en invasion terrestre pour des territoires. Non. Trump, il a dit maintenant, le Venezuela, c'est plus ou moins à moi. Il a mis des images sur son réseau social comme quoi il était président par intérim du Venezuela. Mais c'est pas ce qu'elle décrivait, elle. Arrêtez de tout whipping, le chat, là. Oh là là, je vous trouve vraiment de mauvaise foi, les gauchistes, là. Ah, vous cherchez la petite bête, hein. Et là, on répond, mais est-ce qu'on a les moyens, y compris économiques, un sujet de souveraineté. Ensuite, économiquement, l'Europe n'est pas faible. Vous savez que pendant des mois, vous vous souvenez, on avait des histoires de droits de douane avant le fameux accord qui, d'ailleurs...
à certains égards, est un peu suspendu. On va pas faire un accord douanier alors qu'on nous rajoute des droits de douane. Et donc, on a beaucoup d'outils. Des outils d'ailleurs parfois qui avaient été pensés pour plutôt nous protéger contre la Chine, contre des pressions extérieures. Vous pensez, j'imagine, j'arrive pas à suivre, hein. L'instrument qu'on appelle anti-coercition. Qu'est-ce qu'on peut s'ennuyer ici ? Alors, j'aurais pas dû regarder ça au bout de 3 heures, plus de 3 heures de live. Là, j'ai du mal à. Je regarde le chat et tout, j'ai du mal à suivre. C'est pas très intéressant. Bon, ouais. Imagine, au pire, on parle du budget, quoi. L'instrument qu'on appelle anti-coercition qui pourrait être activé, il faut l'activer. Moi, mon métier, vous voyez, actuellement, ma mission, là, c'est de m'occuper du budget français. Et je pense qu'on a besoin d'autant plus d'un budget quand on est j'ai dans envie de ce vous dire, monde. il sera caduque, ce budget, en quelque Non, sorte, si on se retrouve avec effectivement il y a un tout d'un élément coup qui n'est pas 10% caduque. de droits de douane supplémentaires. Ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses pour nous, pour les Allemands, pour toute l'Europe. Et donc, vous voyez bien que le sujet, c'est que ça ne doit pas arriver. Nous devons nous mettre dans une position où, par la résistance, par notre force, par notre crédibilité, nous empêchons cette espèce de guerre commerciale de s'approfondir. Mais vous voyez pourquoi il faut un budget. Et ça fait peut-être la transition. Non, attendez, Ouais, avant la c'est transition. La transition ou pas là de Trump, le gouvernement va trancher. Attends, je regarde juste un peu. Ouais, non, après, ça parle du budget tout du long. T'y vas ? Bisous. Ça marche. Bisous. Ouais. Attendez, je fais un vrai bisou. Bisous. Je serai peut-être à la salle quand tu rentres. Si je suis pas là, c'est que je suis à la salle. En train de faire des exercices. Dans notre budget, il y a un élément clé, ça s'appelle le budget des armées. La France, dans ce monde-là, alors que nous sommes vulnérables et attaqués en tant qu'Européens comme jamais, par l'Ukraine et par cette situation. On va revenir sur ce budget, nous avons besoin sur ce budget, sur le budget de la défense. Mais Amélie de Montchalin. En plus, il y a une certaine cohérence, cela dit. Parce que c'est moi genre, alors oui, on veut bien accepter d'augmenter un tout petit peu les taxes sur les grandes entreprises et sur les super profits, à hauteur de 4 milliards, mais pas plus. 4 milliards, c'est pas grand-chose quand on parle de les profits des grandes entreprises, en réalité. Mais du coup, c'est vrai que cette augmentation, ils sont en mode genre, alors on veut bien, mais quand même, on n'est pas des gauchistes, donc tout ça, c'est pour aller financer l'armée. Donc elle pourrait se défendre en disant, mais notre budget, il prend en compte les questions de défense. On baisse toute la dépense publique sauf l'armée. Donc c'est bon, hein. Voilà, il pourrait très bien dire ça. Je vous repose la question 1, est-ce qu'il faut prendre au sérieux la menace de Donald Trump? Nous la prenons très au sérieux. Vous la prenez très au sérieux. C'est pour ça que le président de la République et le Premier ministre et l'ensemble du système français à la fois économique, militaire, sécuritaire, on se met aux côtés du Danemark. 2, s'il y a des menaces russes et chinoises, eh bien, on va les surveiller au Groenland aux côtés des Danois. Et si on activait ce que vous appelez économique, on se défend. On se défend en activant, s'il le faut, cet instrument donc anti-coercition. Il y a une palette d'outils. C'est quoi? Est-ce qu'il parle d'instruments anti-coercition et de palette d'outils? Mais c'est quoi concrètement? C'est vraiment genre, nous avons une palette d'outils anti-coercitifs, donc les droits de douane, on s'en fiche. Ah bon? Mais pourquoi ils n'ont pas parlé de ça avant? C'est ça que je comprends pas. Pourquoi ils n'ont jamais parlé de ça? Parce qu'il y a quand même eu en mode genre le bras de fer sur les droits de douane, les tariffs, comme on dit aux États-Unis, par Trump. Enfin, genre, c'était un gros sujet pendant des mois l'année dernière, quoi. En mode, je vais mettre 50% sur la Chine, je vais mettre 10% sur tel pays, tatata. Au final, l'Union européenne s'est totalement couchée comme des serpillères. Mais alors maintenant, on découvre qu'en fait, on a un arsenal et une palette de mesures anti-coercition pour éviter ça et gagner le bras de fer. Mais pourquoi vous n'en avez pas parlé avant? C'est quoi concrètement? Expliquez-moi. Vous savez de quoi elle parle? C'est de quoi outil anti-coercition? Ce mot-là, il a pop d'un seul coup, personne ne sait ce que ça veut dire. Explique, sois didactique, explique à ces cons français qui ne comprennent rien, car ils sont probablement trop intelligents, trop subtils. Les Européens doivent décider ensemble. Il y a hier une réunion qui a abouti à l'unanimité, c'est très important. Il y a un Conseil européen extraordinaire cette semaine. Il y aura des échanges, vous savez qu'un certain nombre de dirigeants sont à Davos dans les prochains jours. Donc la France, l'Europe, l'Allemagne... ça va être le sommet de Davos bientôt? Cool. C'est le moment où Klaus Schwab va aller souffler à l'oreille de tous les dirigeants du monde qu'il faut nous supprimer le concept de propriété pour le peuple, qu'on doit rien posséder, manger des insectes et être heureux comme ça. C'est le moment où il prévoit le nouvel ordre mondial à Davos. Et d'ailleurs, France et Allemagne sur ce sujet, et j'insiste, alors qu'on a été divisés le Great sur Reset, c'est le moment où ils discutent du Great Reset. Voir à quelle sauce les élites satanistes pédophiles vont nous manger. À Davos dans les prochains jours. Donc la France, l'Europe, l'Allemagne, et d'ailleurs France et Allemagne sur ce sujet, et j'insiste, alors qu'on a été divisés sur d'autres, nous sommes unis. Et ça, c'est très important parce que c'est aussi notre puissance. Mais ça aura des conséquences économiques parce que non seulement les hausses de douane, de tarifs douaniers auraient des conséquences, mais si nous-mêmes, nous activons effectivement cet instrument... 10%, ça fait perdre de l'argent à qui? Bah, ça limite les exportations françaises, en gros. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que tout produit... C'est dans les deux sens, je me souviens plus. Non, c'est... Oui, c'est ça. C'est quand un Français exporte un produit à l'Amérique, aux États-Unis, il y a un droit de douane qui fait
que c'est la galère, c'est un peu plus galère de vendre aux États-Unis. C'est bien ça l'idée. En gros, les consommateurs américains payent 10% de plus. Ouais. Mais du coup, ça limite l'exportation française aux États-Unis en cas de droit de douane français. Mais c'est plus compliqué que ça, mais en gros, c'est de la merde. On peut limiter les importations, rehausser nous-mêmes les tarifs douaniers. C'est le client américain qui va payer plus cher, mais du coup, c'est moins rentable pour les vendeurs américains de vendre des produits plus chers. Donc, a priori, ils vont moins en vendre. Et donc, a priori, la France va moins exporter. Donc, en gros, ça réduirait la balance commerciale de la France. Voilà. Encore interdire c'est les exportateurs français qui sont touchés. Voilà. Mais c'est dans ce sens-là, c'est pas dans l'autre sens. Public à certaines entreprises des États-Unis, ça peut se faire. On peut le faire. L'année dernière. Il ne faut pas hésiter à le faire. Non mais, moi, pas d'hésitation. L'année dernière, si on rembobine le fil, vous savez qu'à un moment donné, on a dû réviser notre prévision de croissance en France parce qu'on a dit, oulala, les droits de douane arrivent, ça va nous coûter sur la croissance. On était passé de 0,9% de croissance à 0,7% de croissance. En fait, on finit 2025 à 0,9%. Mais pourquoi pas? Parce qu'on a heureusement, notre continent, notre pays a des ressources. Nous ne sommes pas juste, vous voyez, tétanisés parce que, heureusement, nous avons des perspectives de croissance ailleurs. Du coup, je pose encore la question. Pourquoi vous vous êtes comporté comme ça vis-à-vis des États-Unis et de Donald Trump pendant tout 2025 et là, d'un seul coup, vous êtes en mode genre « Ah non, en fait, c'est un zinzin. Ah bah non, mais en fait, nous, l'Union Européenne, on est un PIB plus élevé que celui des États-Unis. Et la zone euro, c'est le plus haut PIB du monde. On est une force de frappe économique que très peu d'autres ont dans le monde. Il faut en profiter et rentrer dans un rapport de force avec nos mesures anti-coercitives face à Trump. On va pas se coucher devant ce fils de pute. » Ça dit ça alors qu'il y a 6 mois, c'était en mode genre Trump, non, vas-y, mets-les tes droits de douane. Tu continues à nous protéger avec ta grosse armée, s'il te plaît, Daddy Trump. Oh, le volte-face de merde, quoi. Vraiment, faut attendre que le Orange Bastard décide unilatéralement de kidnapper des présidents et d'envahir le Groenland pour que ça commence à se réveiller. Et l'Union Européenne, quoi. Mentalité de serpillière dès que ça parle des États-Unis, là. Un peu trop tard, non? Il serait temps de se réveiller, allô? Des perspectives internes, c'est aussi pour ça qu'on a besoin d'un budget, pour redonner de la capacité à tous. Et là, quand je dis ça, c'est même pas forcément en mode ah là là, il est temps de se rebiffer un peu, faire une grosse armée européenne, augmenter tous les budgets militaires de l'Union européenne pour vraiment durcir les muscles au prix du droit des travailleurs ou je sais quoi. Non, c'est juste rentrer dans un bras de fer économique par rapport aux États-Unis qui proposent des droits de douane pour dire vous voulez jouer à ce jeu-là, vous jouez pas à ce jeu-là parce que économiquement on est encore plus puissant que vous. Je parle de ça. Ce qui est pas la même chose que remilitariser l'Europe pour tenir la dragée haute à Trump. C'est pas la même chose, quoi. Vous voyez. Ça, l'Union européenne aurait dû le faire, c'est la moindre des choses. Et ça passe pas forcément par une politique de droite nationaliste de remilitarisation quand on parle de bras de fer économique avec les droits de douane, quoi. Voilà. Yo le boss, je viens de YouTube, trop content que tu sois en live. Bienvenue Brachéus, bienvenue, installe-toi. N'hésite pas à sub à la chaîne ou sinon n'hésitez pas à offrir un sub à Brachéus pour fidéliser un peu les nouveaux. Merci beaucoup. Économique de se projeter en France, les nouveaux aussi, en Europe et dans le monde, s'il vous plaît. Et ne pas être dépendant. Vous savez pourquoi on a peut-être un peu rabâché depuis des années, depuis le fameux discours de la Sorbonne, qu'on croyait à la souveraineté, à l'autonomie stratégique européenne, parce que nous devons arrêter d'être dépendants. Dépendants de la croissance américaine, dépendants des décisions extérieures, dépendants au fond de tout ce qui se passe dans le reste du monde, et nous de regarder les trains passer, nous devons décider pour nous-mêmes, à commencer la France pour elle-même, d'où les questions de budget. Amélie de Montchalin, ministre du budget, est-ce que enfin, d'ici ce soir, ce sera le début de la fin? C'est-à-dire, est-ce qu'enfin on saura qu'on va avoir un budget? C'est bon, ça parle du budget? Ok. Donc oui, parce que pourtant il n'y avait pas 10 000 trucs à dire, et surtout, c'est pas très intéressant ce qu'elle a raconté. Et comment? Ce sera sans doute le 49.3. Bon, première chose, si on rembobine il y a une semaine, vous vous souvenez où nous étions? Oui. Le débat a été saboté par des acteurs politiques qui, un peu par cynisme, par opportunisme, parfois par incompétence, ont voté toutes sortes de choses très bizarres dans le budget qui l'ont rendu invotable. Ça s'appelle le travail parlementaire, madame. S'il y a des amendements qui ont été votés parce qu'une majorité se dessinait à l'Assemblée nationale pour voter ces amendements, c'est peut-être qu'il y avait une majorité de représentants du peuple qui ont estimé que c'était important de mettre ces amendements. Donc quand elle dit ça, c'est en mode, voilà, le travail parlementaire tout à fait constitutionnel et démocratique, c'est censé être, la démocratie, c'est censé être ça. Le gouvernement met sa copie budgétaire, si les élus du peuple, rappelle que les députés, c'est les élus directs du peuple français, c'est les représentants du peuple français. 577 députés, chacun représente un 577e des Français. C'est nos représentants directs, les députés. C'est nos porte-parole à nous autres, voilà. C'est le principe de la République, c'est le principe d'une république parlementaire, hein, littéralement. Donc elle est en mode genre, quand des majorités d'élus du peuple décident de faire des choses, c'est du sabotage, parce qu'après il est invotable le budget. C'est juste que vous n'avez pas de majorité, assumez-le que vous n'avez pas de majorité. Assumez-le que Macron il a fait n'importe quoi en faisant une dissolution de l'Assemblée nationale, vous êtes fragilisé, vous pouvez faire pas passer votre budget, du coup vous êtes obligé de vous attacher, de vous mettre le PS dans la poche, les pires personnes sur Terre dans la poche là. Juste pour tenter d'avancer mesquinement, quoi. Oh. Deuxième chose, il y a une semaine,
honnêtement, c'était le chaos politique. Personne n'était d'accord sur rien, ni sur le quoi, ni sur le comment, ni sur rien. Et troisième élément la semaine dernière, c'est qu'il y avait au fond un sentiment que nous n'y arriverions jamais. Aujourd'hui, vous voyez, on a des débats sur ce qu'il y a dans ce budget qui ressemble, je pense, à un point d'équilibre. Pourquoi c'est un équilibre? Alors, s'il y avait vraiment un point d'équilibre et qu'ils avaient trouvé une solution à ce budget, ils feraient pas de 49.3. Ils ne feraient pas d'ordonnance. Ils feraient OK, on vote le projet de loi de finances. L'Assemblée nationale voterait, ils seraient OK, on a voté le projet de loi de finances. Ils feraient ça pour la partie recettes, ils feraient ça pour la partie dépenses, et après ils feraient ça pour le texte final. Il y a trois votes. S'ils passent pas 49.3, il y aura 3 49.3, avec 3 occasions de censurer. Et si le PS laisse passer, 3 fois ils laisseront passer un 49.3. Ils vont passer pour des couillons. En tout cas, il va falloir appuyer sur leur trahison à ce moment-là, une bonne fois pour toutes. Et puis après, next, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à ce moment-là, si enfin ils ont trouvé un point d'équilibre, pourquoi ils ne le passent pas 49.3? Parce que c'est pas un vrai point d'équilibre. C'est un truc. C'est une espèce de manœuvre pour dire bon, bah, il ne satisfait pas totalement le budget, personne n'est vraiment satisfait, mais on s'est mis le PS dans la poche. Et en fait, tout ça, c'est un espèce de jeu de posture, par ailleurs, du PS qui prépare la suite des événements et la présidentielle, quoi. Et ça, elle n'a pas l'honnêteté de le dire, mais après, c'est normal, hein, c'est de la politique politicienne. Je veux vraiment vous le dire. Quelques jours avec le Premier ministre, vous avez tout le monde. D'être à demain, après le 49.3, où ces mêmes personnes vont nous expliquer pourquoi ils sont les premiers démocrates. Si un 49.3, c'est pas demain, hein, c'est un peu plus tard. Mais en tout cas, là, dans la journée, bientôt, là, il y a une réunion cet après-midi. Bientôt, on saura s'il passe pas 49.3 ou ordonnance. En gros, d'ici demain, on le saura. De toute façon, on va en parler longuement à l'UMA avec Anthony. Abonnez-vous à la chaîne de l'UMA, l'émission Ribot dans l'UMA, un mercredi sur 2. Voilà. Donc, on leur parlera longuement mercredi de tout ça et pour voir un petit peu la suite du déroulé des événements. Mais s'il y a des votes par 49.3, ça sera. Non, c'est demain si c'est 49.3. Ah ouais? C'est dès demain. Oh, Waouh, bon, on va avoir des choses à dire. Hein. Il y a le débat Mélenchon-Jean-Noël Barrot aussi, putain. Des tractations de couloirs, ça se passe loin des yeux. Bon, au fond, on s'est dit deux choses et on l'a dit à tous les acteurs politiques. Je pensais pas que c'était dès demain. Sur la partie recette, du coup. Semble n'être d'accord sur rien. Nous, gouvernement, on vous propose la chose suivante. 1. Nous allons préférer la stabilité au saut dans l'inconnu. Donc on va garder ce qu'on connaît. La fiscalité des ménages, on ne change rien. La fiscalité des TPE-PME, on ne change rien. La fiscalité des grandes entreprises, en 2026, elles paieront. Et j'en suis désolé parce que je ne souhaitais pas ça. Oui, sur la chaîne Twitch de l'UMA et chaîne YouTube, les deux. Stabilité, elles paieront en 2026 comme en 2025, sauf pour les entreprises de taille intermédiaire industrielle. Sauf qu'en 2025, vous leur aviez dit que c'était temporaire. Et je leur ai dit, et je suis venu vous le dire. Bah ça va, on s'en bat les couilles, vraiment, les grandes entreprises. Participer, là, bande de patriotes en carton. Ah non, on veut pas participer au système français, on veut juste la thune, hein. Ah non, on veut pas payer, nous. On doit bien reverser des dividendes à nos actionnaires. Hein. On s'en bat les couilles des services publics en France. Quoi, les travailleurs français qu'on exploite vont être appauvris en plus de mauvaise santé, mais on s'en bat les couilles, ça. On les exploitera tout autant. Voilà la logique des entreprises. Et donc là, vraiment, ils marchent sur des œufs en mode genre. Alors, on avait dit que c'était exceptionnel, la surtaxe de 4 milliards sur les entreprises de la dernière fois où c'était déjà des petites miettasses insignifiantes. Et Apolline de Malherbe, elle est en mode genre. Vous avez dit que c'est temporaire là? C'est quoi là? Vous êtes quasiment des bolcheviks? Vous maintenez cette petite taxe de rien du tout symbolique. Ça va pas? Et nos entreprises, comment elles vont être compétitifs? Oh, pitié, pitié, pitié. Ah, c'est vraiment ça la qualité du débat, quoi. Le PS prend part à ça. Le PS est en mode genre, non, cette toute petite mesurette symbolique, grâce à nous, on l'a conservée. Mais c'est rien, c'est du rien, c'est de la merde. Et est-ce que j'en suis satisfaite? Non. Mais à un moment donné, le choix qui a été fait politique, c'est la stabilité. Pas de hausse d'impôts pour les ménages, pas de hausse de charges pour les entreprises, pas de changement fiscal. Parce qu'en fait. Et pas de baisse pour les grandes entreprises. Et pas de baisse pour les grandes entreprises, c'est vrai. Mais honnêtement, c'était soit le grand n'importe quoi, soit de se dire, bon, au fond, on va garder ce qu'on connaît. Et quand on garde ce qu'on connaît, c'est pas l'idéal, j'avoue. Mais à un moment donné, il faut avancer. J'avoue. Deuxième chose qu'on a dit aux partis politiques. Elle a dit j'avoue. Elle a pas parlé comme une politicienne, là. Elle a pas dit je l'avoue, je l'admets. Elle a dit j'avoue, j'avoue. Grand n'importe quoi, soit de se dire, bon, au fond, on va garder ce qu'on connaît. Et quand on garde ce qu'on connaît, c'est pas l'idéal, j'avoue. J'avoue. Mais à un moment donné, il faut avancer. Deuxième chose qu'on a dit aux partis. Ok, donc le même argument de stabilité, il faut avancer, tatati tatata, c'est pas idéal. Non, c'est pas idéal parce que ça reste un budget macroniste et austéritaire, je suis assez d'accord avec elle. Partis politiques, pour les Français, il y a des urgences. 3 à minima, je vais en rajouter une quatrième. On n'avance pas si on fait la même chose? Non, mais c'est par rapport à certains trucs, quoi. Après, on pourrait dire qu'il y a effectivement certaines choses qui sont bloquées en l'attente d'avoir un budget 2026. Il y a certaines petites choses. Ma prime rénov, par exemple. Ah bah, il n'y a pas ma prime rénov tant qu'il n'y a pas de budget. Tant que le budget n'a pas été voté, les Français qui veulent refaire leur isolation thermique dans leur habitation ne peuvent pas bénéficier de ma prime rénov. Il faut bien avancer, même si le budget n'est pas tout à fait satisfaisant. Sans ça, comment on va faire pour rénover thermiquement? Voilà. Il y a ce genre d'argument, quoi. Il y a des gens qui sont un peu bloqués par rapport à ça. C'est leur argument, en tout cas. Voilà. 1. Le travail doit payer. C'est pour ça que cette réforme de la prime d'activité, on la soutient. Mais c'est pour ça que si on avait censuré dès septembre, ça avait censuré,
que le PS avait censuré avec tout le monde, on aurait fait des législatives anticipées, ça se trouve, la situation serait déjà débloquée. En fait, ça serait débloqué plus rapidement que là, tenter à tout prix de ne pas retourner aux urnes. Voilà. Mais elle est décisive. Donc, je veux dire, même cet argument de attendez, ou normalement, il faut bien un budget, sans ça, ça coince plein de trucs en France. Ok, mais même avec cet argument-là, ils auraient pu dire bon, ok, on va faire une dissolution à la rentrée parce que Bayrou, ça ne marche pas. On retourne aux urnes, comme ça, en novembre, on a un gouvernement. Et on espère qu'il y a une majorité à l'Assemblée nationale. Et là, du coup, hop là, on peut voter un budget, ou en tout cas, voilà, on essaye, quoi. Mais non, voilà. Non. Et ça, c'est aussi le PS cache aussi cette stratégie-là, quoi. Donc même avec l'argument de faut avancer, faut que les choses avancent, et ben là, le fait de ne pas avoir censuré, ça a retardé probablement encore plus. Donc cet argument est retourné sur lui-même, quoi. Voilà. Les services civiques aussi, et j'avoue, ça met un peu mon assaut dans la merde. Ouais, voilà, il y a même des exemples sur le chat de gens qui disent bah moi personnellement, c'est vrai que le fait du non-budget, dans mon activité, ça peut changer des choses. Et effectivement, dans les financements publics, il y a des trucs où là, on attend qu'il y ait un budget définitif. Voilà. 3 à minima, je vais en rajouter une 4e. 1, le travail doit payer. C'est pour ça que cette réforme de la prime d'activité, on la soutient. Elle coûte cher, mais elle est décisive. Mais attends, mais la prime d'activité, c'est pas le travail doit payer. Dire le travail doit payer, c'est il faut augmenter les salaires. Le travail doit payer, c'est pas dire on va augmenter les aides à ceux qui travaillent. Ça, c'est de l'argent public, madame. Vous pouvez pas vouloir réduire la dépense publique à tout prix, tout en disant les gens gagnent pas assez d'argent, donc on va augmenter la prime d'activité. C'est de la dépense publique, la prime d'activité. C'est les impôts que les gens payent. Il y a une partie qui repart en prime d'activité. Mais si vraiment tu veux que le travail paye mieux, demande aux entreprises d'augmenter les salaires. Ne serait-ce qu'aux grandes entreprises d'augmenter les salaires. Là, pareil, c'est toujours le même truc. C'est en mode on peut pas faire participer le secteur privé et les entreprises à tout ça. Il faut que ça soit l'État qui paye. Et en même temps, on doit réduire la dépense publique. Ça n'a aucun sens. Quand vous travaillez un peu plus que le SMIC, vous devez gagner plus à la fin du mois. Et bah, augmentez le SMIC! Augmentez les salaires si c'est ça! Oh! Et à la limite, vous laissez les aides aux entreprises pour les toutes petites boîtes qui galèrent un peu. Et pour lesquelles, effectivement, très concrètement, peut-être que pour eux, c'est un peu galère d'augmenter leurs employés parce qu'ils sont en flux tendu de fou, des toutes petites entreprises. À la limite, voilà. Ceux qui peuvent pas trop se permettre d'augmenter les salaires, à la limite, vous gardez les aides pour eux. Voilà. Vous qui aimez beaucoup aider les entreprises, très bien. Et tous les entreprises qui peuvent se le permettre, vous leur dites, vous augmentez les salaires, on vous laisse pas le choix, allez vous faire foutre au bout d'un moment. Et voilà, ils auront un peu moins de bénéfices à la fin. Oh non, bah tant pis. Sociales ne peuvent pas baisser. Deuxième chose, salut BAMF18, comment ça va aujourd'hui? Let's go! Allez, c'est le moment, tout le monde dit bonjour BAMF18 dans le chat, comment ça va? Et BAMF18 qui nous dit comment ça va. Il nous répond, j'espère que ça va. Moi ça va super bien. C'est la jeunesse. Nous avons fait un budget de sécurité sociale qui protège nos aînés, qui protège nos retraités, qui protège la santé. Qui faisait le choix des plus âgés. Ce budget de l'État et des collectivités... Un peu en dépression? Oh non! Un peu en dépression, mais on fait avec. Bah force à toi BAMF. Regarde, il y a plein de gens qui te disent bonjour. Dites vas-y, force BAMF18, on t'aime, dites ça. Voilà. Force à toi BAMF. Après la pluie, le beau temps. Voilà, après la pluie, le beau temps. C'est voilà, l'éternel sinusoïdal de l'humeur. Si là t'es un peu dans le mal, probablement que dans 2 semaines ça ira un peu mieux. Voilà. On peut pas ressentir le bonheur si on ressent pas le malheur à côté. Donc voilà. Traverse ce moment difficile, tu n'en sortiras que grandi. Force à toi. Voilà. Bah pour te remonter le moral, je te propose de regarder Amélie de Montchalin. Deuxième urgence, c'est la jeunesse. La jeunesse, alors. Budget de sécurité sociale qui protège nos aînés, qui protège nos retraités, qui protège la santé. Qui faisait le choix des plus âgés. Ce budget de l'État et des collectivités, il doit penser à l'avenir. Et donc, on doit protéger la jeunesse, les étudiants, les boursiers, les universités, la recherche, et on assume. Parce que là aussi, c'est l'avenir. Mais genre, encore une fois, où est-ce que vous allez chercher vos économies? Ils baissent le budget de tous les ministères sauf l'armée dans ce budget, en gros. Ils baissent le budget de l'éducation nationale. Ils font des économies à l'éducation nationale. Ils sont en mode, il faut protéger la recherche et notre jeunesse, toute cette énergie. Ah ouais? Les budgets des universités, les budgets de l'école publique, là, en ce moment, là, vous êtes en train de les protéger. Et elle parle des collectivités territoriales. Les collectivités territoriales, elles ont plus une thune. Ils leur demandent encore de faire des économies. Stop mentir. La priorité, c'est le logement. Toutes les familles de France. On parle beaucoup de natalité, de démographie. Mais évidemment que c'est difficile d'avoir un enfant de plus quand vous êtes déjà tout serré dans votre appartement et que vous ne pouvez pas déménager. Eh bien, exproprier les maxi-propriétaires. Développer le parc HLM en régulant mieux le marché de l'immobilier au lieu de laisser des gens méga pétés de thunes décider des prix des tarifs. Il y a plein de gens qui n'arrivent pas à habiter parce que les loyers sont trop chers. Faites baisser les loyers en régulant le marché de l'immobilier privé. Non? C'est quoi le rapport? La priorité, c'est l'immobilier. Donc on va baisser la dépense publique. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Vous n'avez pas de biens à louer, qu'il n'y a rien à vendre nulle part et que les prix sont trop chers. Ces 3 priorités-là, on a dit là-dessus, avec tous les partis politiques, les LR, les partis socialistes, les indépendants, tout le monde, ceux qui ont voulu venir à Bercy. Ok, donc les alliés de la Macronie, elle inclut le PS dedans. C'est bien, c'est clair.
Si, donc il manquait les écologistes et les communistes et je le regrette. Mais il n'y avait pas les communistes. Pourquoi les communistes, ils veulent pas travailler avec LR, les Républicains? Je comprends pas pourquoi les communistes veulent pas travailler avec la droite libérale. Ça, c'est trop, en fait. Il y a eu ce petit jeu de tout le monde chie sur LFI, y compris à gauche, et Roussel a participé à ça, évidemment, énormément. Du coup, ça a donné la confiance à Amélie de Montchalin, à la Macronie. Ils sont en mode genre, ils n'aiment pas la France insoumise, pourquoi ils s'allient pas avec les Républicains? Non mais, allô, quoi. Il y a quand même communiste dans le nom. Alors certes, le Parti Socialiste, il y a socialiste dans le nom, ils sont allés avec vous. Mais bon, quoi. C'est vraiment en mode genre, les communistes et les écolos, pourquoi vous voulez pas travailler avec vous? Non mais, vous voulez vraiment en mode de l'extrême droite à la gauche, tous ensemble, quoi. C'est tout le monde sauf LFI, quoi. Vous aimez pas trop LFI, pourquoi vous travaillez pas avec nous? Mais parce qu'ils se respectent un tout petit peu plus que le Parti Socialiste, peut-être. Oh là là. C'est dit là-dessus. C'est ridicule, quoi. Quand tu regardes, c'est tellement dépolitisant, en fait, tout ce qu'elle dit. Elle est en mode genre, pour la stabilité, pour nos jeunes, on doit faire quelque chose pour la France et tout le monde doit y prendre part. Il y a une raison pour laquelle le groupe communiste veut vous censurer et que les écolos aussi, en réalité, quoi. Tous derrière Macron. Bah non, arrête, stop. Ça, c'est dans tes rêves, je suis désolé. Et moi, je suis bien plus LFI qu'écolo, par exemple. Mais les écolos, ils vont pas aller se foutre dans une galère comme ça. Quand même, respecte-les, Amélie de Montchalin. Pendant tout le monde, ceux qui ont voulu venir à Bercy, donc il manquait les écologistes et les communistes et je le regrette. Mais ça, on s'est dit, là-dessus, on doit pouvoir faire du plus et mieux. LFI et parce RN. Que quand on sabote les débats et quand parti que c'était des saboteurs, comme vous oui, dites. mais voyez, quand le RN... Saboteur mentalité. Dean, bêta, je mets pas bêta, Dean, sur mes plays, je mets le propolis. Ici, il n'y a plus que des propolis. On se croirait plus à Gotham qu'à Metropolis. Vous connaissez ce morceau de Dean Vigo? Trop bien. Saboteur gang. Bah ouais, c'est bien. C'est bien le sabotage. C'est stylé un peu. Voilà. Alors après, ce que je comprends pas, encore une fois, c'est là que tu vois l'incohérence, c'est la mode. Les filles, ils font que tout saboter. Mais quand tu regardes très concrètement, dans le cadre législatif, elles pourraient dire la même chose des communistes. En vrai. Ils n'ont pas voté les budgets, ils ont voté toutes les censures. Dans leur vote, le groupe communiste a fait plutôt comme LFI. Et non, par contre, en mode, je regrette, les communistes posent pas avec nous. Par contre, LFI, ça dégage. Et elle essaie de retourner tout le monde contre LFI, quoi. C'est toujours un peu le même truc, quoi. C'est insupportable. Plus invité LFI et RN. Quand on sabote les débats et quand parti que c'était des saboteurs, comme vous oui, dites. mais voyez, quand le RN décide de baisser d'un coup 5 milliards d'euros pour les petites communes de France en disant que c'était formidable pour l'équité du pays, moi je suis contre et donc je l'ai dit et donc on a avancé. Et donc, attendez, juste, je vérifie un truc, l'article qu'on a lu juste avant. Bougez pas. Faut que je retrouve. Ah non, j'ai mis l'onglet fermé, putain. Que de la musique, Barbie Beauty et tout là. Attendez, il est où? Ah là, il est là. Vous voulez écouter la musique de Barbie? Non, c'est pas Daft Punk, hein, c'est la Barbie Beauty soundtrack. Non, je rigole. Incroyable. Vraiment, quel banger. Alors attendez, juste, collectivité territoriale, il en parlait, le camarade. Voilà. Et pour cause des économies supplémentaires pourraient être demandées aux collectivités locales. Ce qui devrait causer bien des dégâts sur les services, dans les services publics. Donc ça veut dire qu'ils vont demander des économies supplémentaires aux collectivités locales, les macronistes, a priori? Je vous envoie la musique de Barbie Beauty dans le chat, ça me le demande là. N'hésitez pas à écouter ça en boucle, c'est un banger. Donc du coup, a priori, ils veulent faire des économies sur les collectivités locales et en même temps, j'allais dire Jeanne Calment, mais non, on parle de Amélie de Montchalin. Elle est en mode genre, le RN, ils sont irresponsables, ils veulent faire des économies sur les collectivités locales, vous vous rendez compte? C'est pas possible de faire ça. Des économies supplémentaires pourraient être demandées aux collectivités locales. C'est le budget du gouvernement. C'est la ministre des Comptes publics. Allô? Stop, arrêtez de dire n'importe quoi. Vous voulez faire des économies sur les collectivités locales aussi? Tout ça, c'est un jeu de posture complètement débile, quoi. L'équité du pays, moi je suis contre, et donc je l'ai dit, et donc on a avancé. Et donc ce budget, c'est ça. Et comment on le finance? Est-ce qu'ils sont d'accord? Est-ce que depuis effectivement... Attends, juste, il y a une question que je me pose. T'es un nouveau Rance 444 ou pas? Je reconnais pas ton pseudo, mais oui, là, je vois que t'es abonné que d'un mois. T'es un nouveau, non, sur le chat? Parce que tu mets beaucoup de trucs. Ah, putain, dis bien, merci et tout. Tu me découvres un peu. Parce que je dis un peu tout le temps la même chose, en réalité. Ça fait plaisir de voir des nouveaux enthousiasmés. Ça fait très plaisir. Yes, bah force à toi, Rance 444. Yes, dis bien les termes, merci cette crône. Bon, toi, t'es un vieux de la vieille pour le coup. 48 heures. Cool, ça fait vraiment plaisir, merci Rance 444. Les uns et les autres sont au rendez-vous et vous disent ok, banco, on y va. Ça me donne envie de continuer. Toujours plus. Let's go, ça me motive. Premier degré, hein. Voilà, parfois on se dit putain, ça sert vraiment à quelque chose que je fais. Je ne suis qu'un boutiquier. Ça ne sert à rien ce que je fais. C'est pas comme ça qu'on arrivera à la révolution prolétarienne. Je me le dis régulièrement, hein. Je me le dis régulièrement. Et c'est bien d'avoir une voix comme ça au fond de sa tête pour être sûr de pas se barrer en couille, quoi. Voilà. Mais parfois, du coup, je doute. Parfois, je suis un peu démotivé. Et vraiment, il y a des messages comme ça, des gens, et en particulier quand c'est des nouveaux, qui sont genre ah putain, continue, c'est trop bien ce que tu fais. Vraiment, premier degré, ça donne envie de continuer, quoi. Voilà. J'ai découvert sur le reel où t'insultes un raciste MDR. Ah, trop bien. La stratégie Groovy, ça. Groovy, c'est notre monteur. Trop bien, trop bien. C'est cool.
Et comment on le finance? Est-ce qu'ils sont d'accord? Est-ce que depuis effectivement 48 heures, les uns et les autres sont au rendez-vous et vous disent OK, banco, on y va? Ce qui joue là, vous avez parlé 49.3 ordonnance, et je vais vous le dire avec beaucoup de clarté, mais surtout de gravité. Ok, vas-y. Le 49.3, c'est un chemin assez périlleux, puisque s'il ne se passe pas bien, à la fin, vous n'avez ni budget, ni gouvernement. Mais vous n'avez même plus de gouvernement pour reproposer un budget. C'est le principe d'un 49.3. Mais en même temps, si vous aviez une majorité, on n'en serait pas là. Vous n'avez rien. Et donc vous avez dans le monde que vous venez de décrire, le vide. Et moi, je ne peux pas laisser mon pays s'engager, vous voyez, dans une aventure. Non, mais attends, à ce moment-là, donc du coup, les soutiens du gouvernement à l'Assemblée, enfin, la séparation du pouvoir entre exécutif et législatif, c'est la base des démocraties parlementaires. Vraiment, c'est le niveau 1 de la démocratie parlementaire. T'as pas ça, ce n'est pas une démocratie parlementaire, point à la ligne. Genre, la question ne se pose pas. N'importe quel constitutionnaliste est d'accord avec moi, c'est un fait. Amélie de Montchalin dirait même pas le contraire. Vous voyez? Donc elle est en mode genre, en fait, si le législatif n'est pas d'accord avec l'exécutif, tout tombe. Il faut pas faire ça. Bah oui, mais si vous n'avez pas de majorité à l'Assemblée, de par ce grand concept absolument fondamental de la séparation des pouvoirs, c'est pas toi qui décides. Ouais, mais c'est pas toi qui décides. Si le gouvernement il doit tomber, ça s'appelle la démocratie, ça s'appelle la séparation du pouvoir. Le législatif peut contrôler l'exécutif pour qu'il n'y ait pas de dérive autoritaire. C'est un principe fondamental démocratique évident qu'elle connaît, quoi. Donc à la mode de 43, c'est dangereux. Parce que le gouvernement pourrait tomber. Si le gouvernement tombe, il y a une raison. C'est que le pouvoir législatif, qui sont les représentants du peuple, l'Assemblée nationale a décidé que le gouvernement devait tomber de par une illégitimité. Donc normalement, ça s'appelle la démocratie. Et à ce moment-là, si t'es pas contente, eh ben, il faut retourner aux urnes. Il faut dissoudre l'Assemblée nationale ou que Macron il démissionne, quoi. Stop, quoi. Là, c'est en mode genre, non. Non, en fait, il faut absolument un budget et on s'en bat les couilles de l'Assemblée nationale. Voilà. Si le gouvernement tombe, l'Assemblée nationale aura été irresponsable. Bah non, ça s'appelle la démocratie, madame. On y va. Donc, ce qui se joue, sinon, c'est les ordonnances. Les ordonnances, c'est un autre système. Ouais. C'est un système qui vous dit... Qui est moins démocratique encore. Au moins, vous avez un budget. Peut-être vous n'avez plus de gouvernement, mais au moins, les armées ont leur budget. Voilà, c'est au moins, il y a un budget qui passe, sûr et certain. Peut-être que le gouvernement tombe, mais on aura passé le budget sans prendre en compte à aucun moment l'Assemblée nationale. Et derrière, on se fait censurer. Donc c'est encore plus antidémocratique que le 49.3. Parce que le 49.3, il y a un côté, ok, on tente le tout pour le tout, ça passe ou ça casse. Soit on se fait censurer, soit le budget il passe. Let's go. Ok, il y a une logique derrière. Il y a une logique, ça peut être utilisé de manière autoritaire et antidémocratique, mais sinon, ok, il y a une raison pour laquelle il y a un nombre de 49.3 limité sur les textes budgétaires. C'est justement en cas de coinçage pour pouvoir débloquer la situation. Là, il semblerait que même le 49.3, ça ne suffit pas à décoincer la situation, pour toutes les raisons qu'on connaît depuis législative. Et donc, en mode, l'ordonnance, c'est mieux, parce qu'au moins, on est sûr d'avoir un budget, mais c'est encore plus antidémocratique, les ordonnances. Pour de vrai. Et d'ailleurs, les ordonnances, ça n'a jamais été utilisé dans un cadre budgétaire. Depuis 1958, depuis le début de la Ve République, à aucun moment dans l'histoire de la Ve République, un projet de loi de finances est passé par ordonnance. Parce que c'est vraiment ultra antidémocratique. C'est en mode genre, le Parlement, bon, on fait comme si ça n'existait pas et on passe un budget, c'est nous qui choisissons. Donc ça veut dire que le budget qui est censé être décidé par le législateur, par les élus du peuple, par les députés, et ça pareil, c'est le grand principe de la République tel que décrit par Rousseau dans le contrat social, dites-vous. Hein. Là, on remonte à avant même la Révolution de 1789. Quand Rousseau il décrit ce que c'est que le contrat social et comment on pourrait avoir une république, ce genre de choses, il est en mode, grand principe archi-fondamental de moi, mon système, c'est que les élus du peuple, les représentants du peuple, votent les lois dans l'intérêt général. Le pouvoir législatif est détenu par les élus du peuple. Qui du coup votent dans l'intérêt général. C'est un des grands principes de base de Rousseau qui décrit dans l'État social et qui est ultra pareil fondamental dans nos démocraties, au même titre que la séparation des pouvoirs. Et d'ailleurs, l'un va avec l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? L'exécutif, c'est ceux qui appliquent les lois, le législatif, c'est ceux qui font les lois, et le législatif, ce sont les élus du peuple. C'est vraiment immense principe républicain de base, démocratique de base. Et donc du coup, passer un budget par ordonnance, sachant que le projet de loi de finances est probablement la loi la plus importante parce qu'elle structure toute la politique d'un pays, passer par ordonnance, c'est dire le législateur, élu du peuple, n'a pas voté la loi. Et donc ça veut dire que c'est pas démocratique. Ça veut dire que les principes républicains, on a décidé de s'en passer pour cette fois-là. Voilà. En termes de constitutionnalisme et on va dire de philosophie politique, c'est ça que ça veut dire, là, ce qu'elle est en train de dire. Nous vendons les ordonnances comme plus efficaces, c'est en mode genre, les principes les plus élémentaires et fondamentaux d'une république démocratique représentative, c'est un peu de la merde, c'est un peu chiant, on va passer au forceps, au mépris des trucs les plus fondamentaux. Voilà ce que ça veut dire. Voilà. Petite traduction. J'ai un peu taffé mon sujet, vous avez vu. Hein. J'ai été lire Rousseau carrément pour pouvoir démonter leurs arguments, ces cons-là. Ce budget. Merci à Mourouza, je sais pas si t'es là, mais c'est à Mourouza qui m'a expliqué tout ça. Qui serait appliqué ne plairait à personne.
il devrait être Ah oui, j'ai modifié. un extrait d'un live sur la page de Monsieur Mondialisation, tout à fait. Monsieur Mondialisation sur Instagram, ils m'ont repartagé. C'est cool. Merci Monsieur Mondialisation. Je dirais pas ce que je pensais de Monsieur Mondialisation en 2017, à l'époque où j'étais sur Facebook. Peut-être déjà par un budget rectificatif, mais au moins vous auriez une base pour que, vous voyez, par rapport à Donald Trump et au reste du monde, on ait une voix crédible. Moi, je vais vous le dire, aujourd'hui, on n'est pas en train de sauver nos postes. Avec le Premier ministre, le sujet, c'est pas de savoir s'il y aura un gouvernement ou pas, c'est de savoir s'il y aura un budget ou pas. C'est vrai, Donc, lucide. ce qu'on veut, c'est sauver le budget. sauter. Et donc là, ce qui se joue dans les ultimes tractations, les ultimes échanges, les ultimes coups de fil, c'est au fond, est-ce qu'on a assez de garanties pour prendre plutôt le chemin du fameux 49.3 ? Si on n'a pas assez de garanties, on prendra le chemin. On est une voix crédible. Elle a dit face au bouleversement géopolitique par rapport à Trump et tout ça. Si on n'a pas de budget, on va passer pour du trou du cul. Hein. Voilà, l'instabilité en France, on passe pour des trous du cul à l'international. Donc il nous faut un budget. C'est pas pour ces raisons-là qu'on passe pour des trous du cul à l'international. Peut-être que si Macron et l'Union européenne d'ailleurs ne se comportaient pas comme des immenses serpillères à la solde de Trump, le fou furieux nazi là, on nous prendrait un peu moins pour des cons à l'international. C'est toute la politique diplomatique de la France depuis le début de Macron et même depuis bien avant en réalité, qui fait qu'on passe pour des couillons. Hein. C'est pas le fait qu'on n'ait pas un budget, ils s'en battent les couilles en réalité à l'international, de nos petites histoires de trucs de budget. Oh non, la France est passée un budget par loi spéciale car il n'y a pas de majorité à l'Assemblée après les snap elections de 2024. Ils s'en battent les couilles. Il y a que vraiment les gens qui s'intéressent vraiment aux questions de la social-démocratie parlementaire dans l'Union européenne, qui s'intéressent à ces questions-là. Tout le monde s'en bat les couilles qu'on ait un budget par loi spéciale, par 49.3 ou par ordonnance. Ils savent même pas ce que c'est. Hein. Ils font pas la nuance de ça, on s'en bat les couilles. Regardez, il y avait un shutdown aux États-Unis. Ça veut dire que les fonctionnaires n'étaient même plus payés faute de budget. En 2025. Tout le monde s'en est battu les couilles. Est-ce que Trump a perdu en légitimité aux yeux du monde parce qu'il est en shutdown aux États-Unis ? Tout le monde s'en bat les couilles du shutdown américain. Tout le monde s'en bat les couilles des histoires de budget françaises à part les Français. Donc son argument, il pue la chiasse, quoi. Et au fond, moi, si dans quelques jours, je dois quitter Bercy, si je dois dire, voilà, depuis suis Sarko, à peu près, on est les serpillères des US d'un point de vue géopolitique. Ça, c'est clair et net. censuré avec le reste du gouvernement, les gens ne veulent plus nous voir, ils veulent autre chose. Oui, c'est vrai. Basé. Moi, j'ai un engagement lucide. avec moi-même et que je veux dire devant les Français. Si je dois quitter mon poste, je veux que la France ait un budget. Bravo. Bravo. Vous vous rendez pas compte du courage politique qu'il faut pour dire ça. Alors moi, c'est pas une question de personne. Si les Français ne veulent plus de moi, ainsi va la démocratie. Mais je suis prêt à me battre pour la stabilité et pour que la France ait un budget. C'est pas pour préserver mon poste. Hein. Je le fais pour la France. Voilà, exact, c'est la stratégie Le Cornu. Hein. Le Cornu, il est en mode genre, moi je m'en fiche, je suis prêt à me sacrifier pour les autres. Ils aiment trop, l'extrême centre aime trop dire ça. En mode genre, je fais des mesures impopulaires contre le peuple, mais je le fais par responsabilité parce que ces comptes français, ils comprennent rien, et puis si on écoutait un peu trop ces comptes français, on irait droit dans le mur. Oui, ma mesure est impopulaire, car elle augmente le taux d'exploitation des travailleurs, mais on s'en bat les couilles en fait, je fais ça pour le bien de mon pays, et je suis prêt à être détesté pour ça. Si les Français vous détestent, c'est que vous êtes détestable principalement. Hein. C'est pas parce qu'en fait on est trop con pour comprendre votre génie. Hein. Ils aiment trop faire ça. Sinon, c'est la honte et le remords. Ribaud ne pas soutenir Macron challenge. Mais Raph, ça va pas te dire ça. Raph, toi, c'est Raph la bière blanche, t'as rename, c'est bien ça. Raph la bière blanche. Ça va pas te dire ça. Non mais. Moi, politique majeur. Parce que ça voudrait dire qu'on a fait tout ça et qu'à la fin, c'est le Là, vide. ils n'ont pas été assez pédagogues. On en revient un peu à ça. En tout cas, tout ça se rejoint. Vous voyez. On n'a pas été assez pédagogues. Je suis prêt à être impopulaire pour passer cette mesure dont la France a besoin. Et là, Amélie de Montchalin qui dit ce n'est pas une question de personne. Si je me fais dégager, c'est pas grave. Mais il nous faut un budget. Les Français ne le comprennent pas. Tout ça participe de la même rhétorique d'extrême centre. En mode, vous êtes tous des bouffons. Et si vous ne me comprenez pas et que vous êtes trop bouffonnesque pour ne pas me laisser gouverner, ainsi soit-il. Mais je suis prêt à me sacrifier pour que la France reste compétitive à l'international. Ça faisait longtemps que j'avais pas réagi à du macronisme, mais ouais, hein. Ouais, hein. Quelle indignité. Bon, allez. Je veux que la France ait un budget. Sinon, c'est la honte et le remords pour moi politique majeur. Parce que ça voudrait dire qu'on a fait tout ça et qu'à la fin, c'est le vide. Pardonnez-moi, Et mais je n'ai pas compris. s'il y a des ordonnances, Comment ça mais qu'on J'ai compris, moi. J'ai bien compris. Elle a dit je préfère passer par ordonnance plutôt que par 49.3. Parce que si ça passe pas par 49.3, on n'a pas de budget, on n'a plus de gouvernement. Par contre, si on passe par ordonnance, on n'a plus de gouvernement, mais on a quand même un budget. Donc moi, je préfère les ordonnances parce que moi, je m'en fiche de perdre mon poste. Je veux que la France ait un budget. Elle a dit ça. Je comprends pas ce qu'elle a pas compris. Je suis meilleur en droit constitutionnel et en politique parlementaire qu'Apolline de Malherbe maintenant. C'est pas impossible. Hein. Vraiment, j'ai taffé le sujet pour le coup. on est censuré, au moins il y aura un budget. Donc votre Alors que si un préférence... 49.3, Oui, voilà. non mais si un 49.3
et qu'on est censuré. Donc votre préféré... Les Français veulent savoir, Madame de Montchalin. Les Français veulent savoir. C'est mon imitation de Jean-Jacques Bourdin, mais je me rends compte que c'est la même que Dominique de Villepin au final. Est-ce que vous utiliserez les ordonnances, Madame Montchalin ? Madame Montchalin, allez-vous utiliser le 49.3, Madame Montchalin ? Les Français veulent savoir. Il n'y aura même pas de budget. Mais ça veut dire, Oui, Amélie j'ai Montchalin, passé que mon votre week-end. Allez, mais faites-le du Apolline de Malherbe, coupe-lui la parole et pose la question, là. préférence irait à l'ordonnance parce que ça Non. donnerait une stabilité plus Ce que je grande. dis, Ça c'est vient de que le je dire. comprends que les forces politiques préféraient que nous n'ayons pas recours à l'ordonnance. J'ai bien compris ça. Mais je dis que pour que nous prenions le chemin du 49.3, il nous faut des garanties réelles. Vous estimez que Ok, les gens... donc c'est en mode, moi je préfère le 49.3, c'est mieux parce que c'est plus démocratique, mais pour ça il faut être sûr qu'on se fasse pas censurer. Sans ça, on va passer par ordonnance. C'est un peu ça le non-dit, quoi. Non ? engagements qu'ils prennent ne sont pas suffisants. En Quand tout ils cas, disent on va vers le mieux, notamment le Parti c'est Socialiste, ce que je vous on dis. va vers les bons, Oui. on commence à prendre la bonne direction. Ce que je vous Ça ne dis. suffit pas. Vous voulez qu'ils disent on ne censurera Non, pas. ce que je vous dis, c'est que Mais évidemment, sans ça, ils ont ni bu. Mais évidemment qu'ils veulent que le PS censure pas. S'ils savent que le PS vont censurer, ils feront pas de 49.3 parce que sinon ils vont se faire niquer. Donc je pense qu'ils activeront le 49.3 que s'ils sont à peu près sûrs, sur la base de ce qu'on leur a dit Olivier Faure et compagnie, que le PS ne censurera pas. Sinon, peut-être qu'ils préfèrent passer en ordonnance parce que même s'ils sont censurés et que ça part en législative anticipée, je sais pas quoi, au moins il y aura un budget. Voilà, c'est ça, c'est pas si compliqué. Hein. comme on Ouais, gère c'est pas- quasiment du chantage, hein, effectivement. C'est pas très démocratique tout ça. Hein. C'est pas très démocratique, mais en même temps, il y a une raison très simple à ça. C'est que quand il n'y a pas de majorité absolue qui se dessine à l'Assemblée nationale dans la Ve République, la Ve République ne peut plus fonctionner. Parce que c'est le principe du fait majoritaire, c'est un des grands trucs de la Constitution de la Ve République. C'est pour ça que c'est dans cet esprit-là qu'a fait le général de Gaulle. Il faut une stabilité, et cette stabilité s'appuiera sur le fait majoritaire, sur le fait qu'on a des majorités absolues qui se dégagent à l'Assemblée, et le système est fait pour ça. À partir du moment où ce n'est plus le cas, eh ben ça marche pas. Donc à ce moment-là, peut-être une petite démission du président de la République, ça aurait peut-être pu régler le truc. Parce qu'à côté, il y aurait eu présidentielle anticipée et puis législative derrière. Et là, peut-être que voilà, par la force de l'hyper-présidentialisme de la Ve République, on serait retrouvé à avoir débloqué la situation. Mais eux, ils ne veulent pas se servir des outils constitutionnels à même de débloquer la situation. Et après, ils sont en mode genre, bah du coup, on va passer en force en fait et on va faire du chantage. Bah oui, c'est ça, c'est le même sujet depuis le début. C'est le même sujet depuis 2024. Rien n'a changé. En 2024, Macron, sur demande de Bardella, a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale comme un blaireau. Derrière, il n'a pas accepté le résultat des élections et on est encore dans cette séquence où il bafoue tout principe démocratique. Et là, il continue à bafouer les principes démocratiques, à faire du chantage en mode bon, soit vous acceptez de pas censurer, on passe par 49.3, soit on passe par ordonnance et c'est encore pire. On est à ce niveau de chantage là, quoi. Maintenant, vous choisissez, c'est 49.3 ou ordonnance. Les ordonnances, c'est encore pire et personne ne l'a jamais fait. Bah ouais, fallait pas dissoudre ou alors fallait se réagir comme des démocrates à ce moment-là. Voilà, enfin, je sais pas. pays comme on gère une aventure. Voilà, Macron, c'est Maduro ou quoi? Il respecte pas le résultat des élections. Bah alors les macronistes. Le Premier ministre dise on va faire le 49.3, il faut que dans les dernières heures, on soit bien sûr qu'à la fin, on aura bien et un budget et un gouvernement. Mais à nouveau, je vous le dis, moi j'ai passé mon Non, mais ça week-end- veut dire, Amélie Montchalin, que dans les heures qui viennent, puisque c'est aujourd'hui que ça se joue, Sébastien Lecornu a dit qu'il annoncerait effectivement ordonnance au 49.3 d'ici ce soir. Ça veut dire que vous lancez en quelque sorte un appel ce matin en disant aux différents partis qui veulent bien vous suivre, il faut s'engager clairement, nous dire que vous ne censurerez pas, sinon on va pas au 49.3. On ne prend pas de risque. Et on je, ne prendra et pas je de le risque. dis pourquoi? Parce que le sujet, c'est pas nos postes. C'est le budget. C'est d'avoir un budget. Moi, j'ai passé mon week-end, vous voyez, avec des patrons de grandes entreprises, de petites entreprises. Waouh, le truc le plus chimiquement pur, le macronisme chimiquement pur. Vous voyez, moi j'ai beaucoup travaillé, j'étais avec des chefs de grandes entreprises. Elle commence par ça, le premier truc qui vient, alors j'étais avec les partenaires sociaux, j'étais avec nos partenaires politiques à l'Assemblée, j'étais avec des chefs d'entreprise, grandes comme petites. Non, le premier truc qui vient organiquement sans qu'elle fasse exprès, c'est j'étais avec des chefs de grandes entreprises, hein. Postes. C'est d'avoir un budget. Moi, j'ai passé mon week-end, vous voyez, avec des patrons de grandes entreprises, de petites Des patrons de grandes entreprises. Oh, je dis ça au hasard, hein. J'ai passé mon week-end avec plein de gens différents. Il se trouve qu'il y avait beaucoup de patrons de grandes entreprises. Ouais. entreprises au téléphone. Ouais, vous n'avez pas dû passer un très bon week-end parce qu'ils sont globalement pas très contents. Et je leur ai dit, voilà, moi, je serai plus peut-être votre interlocutrice dans quelques jours. Mais je m'engage devant vous que si nous devons partir, nous ne laissons pas le vide. Oui, c'est qu'il y a un budget. Si c'est C'est un qu'on est- 49.3 Ils ont dû avec... faire un brunch avec les grands patrons. Ils ont fait un petit rooftop. Petit rosé pamplemousse avec les grands patrons en écoutant ça. Eh Bernard, vas-y, reprends un rosé pompe. On est pas bien là avec la vue sur la tour Eiffel. Ouais, on disait quoi là sur les 49.3?
Ah, moi je serais chaud pour faire un budget vraiment de destruction des services publics, mais on n'arrive pas à le faire à cause de ces cons gauchistes. Ouais. Tu vas à la soirée chez Jean-Pierre après, il a de la pure colombienne en ce moment, ouais, j'adore. Aïe aïe aïe, on rigole bien, on rigole bien. Allez, on reprend. Engagement de non-censure de la part du Parti Socialiste, de la part de LR. Vous avez des craintes, même du côté de LR ? Mais vous voyez, tous les sujets sont encore ouverts. On a des discussions avec le Sénat. Le Sénat, c'est la chambre de la stabilité. Ils ont été extrêmement... Moi, je suis pour supprimer le Sénat, personnellement. Il y a des républiques avec monocamérales, comme on dit, au lieu d'être bicaméral. C'est ça ? Avec 2 chambres ou une chambre. Il y a des républiques avec une seule chambre, où il n'y a pas chambre basse, chambre haute. Ça existe. Comme en Israël, par exemple. Très mauvais exemple, mais voilà, ça existe. Donc moi, je suis pour la suppression du Sénat, hein, pas par... oui, pas pour faire comme Israël, mais je suis pour la suppression du Sénat. C'est, au moins, on a un exemple que ça peut exister. Hein, voilà. Non, parce qu'ils sont en mode genre, c'est la seule démocratie du Moyen-Orient. Hein. J'ai la seule démocratie du Moyen-Orient, Israël. Hein. C'est trop bien démocratiquement. Hein. Et après, quand on leur parle de supprimer le Sénat, ils sont en mode genre, supprimer le Sénat, c'est une dictature s'il n'y a plus le Sénat en fait. Hein. Ah ouais ? Bah alors pourquoi Israël qui n'a pas de Sénat, eux, c'est la seule démocratie du Moyen-Orient. Faudrait savoir à un moment donné. Voilà. Les sénateurs l'année dernière, en 2025, pour qu'on ait un budget, bah, il faut pareil que, au fond, on ne se laisse pas aller à des... Ou alors oui, il y a le truc d'un Sénat tiré au sort qui représente le peuple d'une autre manière. Le Sénat, c'est la chambre haute et bon, voilà, c'est une force conservatrice historiquement dans le pays. Éclat politique sur certains sujets qui amènerait potentiellement à de l'instabilité. Qu'est-ce qu'il pourrait faire encore le Sénat ? C'est-à-dire que j'ai l'impression presque que de votre côté, bon, vous espérez, vous imaginez que dans les heures qui viennent, du côté du PS comme de LR, on vous donne les signaux suffisants pour que vous puissiez oser, comme vous dites, le 49.3. J'essaie de traduire ce que vous êtes en train de me dire. Vous traduisez très bien. Je crois que c'est Et bien ce qu'on a compris. Que, oui, oser dans la politique, voilà. Il vaut mieux le faire en ayant un petit parachute, parce que sinon... C'est la vérité, Israël est la seule démocratie digne de ce nom. Alors après, ça dépend où est-ce que tu places le curseur. Si tu estimes qu'avoir une démocratie libérale avec un modèle républicain, tatati tatata, c'est le plus important, bon, ok, mais genre, vu ce que fait Israël par ailleurs, je m'en bats les couilles en fait de leur constitution. Peut-être que leur constitution, selon les constitutionnalistes, effectivement, elle est pas trop mal la constitution, mais en fait, on s'en bat les couilles à partir du moment où ils font un génocide à Gaza et compagnie. Moi, le fait qu'ils ont une constitution plutôt bien, on s'en branle en fait. Là n'est pas la question. Voilà. C'est votre pays que vous emmenez dans le vide. Donc et nous ne prendrons pas ce risque. Après, c'est peut-être que pour vraiment un spécialiste, un docteur en droit constitutionnel, il dirait la constitution israélienne, elle est pas mal. Peut-être, hein, j'en sais rien, mais on s'en bat les couilles. Là n'est pas la question. Voilà. Le problème avec Israël, c'est évidemment pas leur constitution. Après, ça dépend, parce que du coup, il y a des trucs qui ont été inscrits dans la constitution qui commencent à séparer les citoyens juifs des citoyens non juifs, instaurant une logique d'apartheid à proprement parler. Et quand il y a eu ce changement constitutionnel, là, c'est là que justement les ONG, notamment Amnesty International, ont commencé à utiliser vraiment de manière généralisée le mot d'apartheid pour parler d'Israël. Quoi. Voilà, la super constitution où tout le monde n'a pas le droit de vote. Donc c'est pour ça qu'il y a eu des modifications où il y a un sujet sur la constitution. Quoi. Mais c'est pas le fonctionnement des institutions à proprement parler. Quoi, vous voyez dire. Il n'y a pas de constitution d'Israël ? Ah ouais ? Bah si. Et on préférera, je vous le dis. Ribaud lui répond premier degré, mais après répondre premier degré à des arguments que j'estime nuls, c'est pas inintéressant quoi. C'est les lois fondamentales, c'est pas vraiment une constitution. Okay. Et voilà, après, encore une fois, qu'est-ce qu'on entend par démocratie ? Et ça, il y a une confusion parfois quand on parle de démocratie libérale, ou comme si on disait, quand on dit démocratie libérale, c'est pour dire c'est bien. Non, on peut très bien dire les démocraties libérales pour parler du modèle européen. D'ailleurs, l'autre nom pour démocratie libérale, c'est démocratie occidentale, tout en disant, on s'en bat les couilles. Hein, démocratie libérale, c'est pas un totem à atteindre absolument. Il y a des trucs, c'est des démocraties libérales comme les États-Unis. Ben, c'est le pire pays du monde par rapport à toute leur œuvre, vous voyez ce que je veux dire, au XXe siècle en tout cas, l'impérialisme américain, etc. Donc tu peux très bien avoir une démocratie libérale, c'est uniquement descriptif, ça fait pas de toi un pays basé par essence, quoi. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Bon, nique Israël et Free Palestine dans tous les cas, évidemment. Perdre notre poste. Vous ne ferez pas c'est ça que je voulais dire, on s'en fout. La qualité des institutions, la qualité démocratique des institutions israéliennes ne rentre pas en compte dans ce débat-là, en fait, et dans l'appréciation de comment il faut traiter ce pays. C'est ça que je veux dire, voilà. Le risquer. Vous ne ferez le 49.3 qu'en étant sûr, effectivement, qu'on vous soutient. OK ? Mais ensuite, vous évoquez le Sénat. Pardonnez-moi, mais qu'est-ce que le Sénat peut faire ? Est-ce que le Sénat pourrait encore bloquer les choses ? Vous voyez, on essaie. Du coup, c'est pas une constitution, c'est un autre truc. Bon, c'est un peu l'équivalent de nous, ce qu'on appelle une constitution, quoi. Bref. Vous avez compris. Sûr, effectivement, qu'on vous soutient. OK ? Mais ensuite, vous évoquez le Sénat. Pardonnez-moi, mais qu'est-ce que le Sénat peut faire ? Est-ce que le Sénat pourrait encore bloquer les choses ? Vous voyez, on essaie de trouver un budget pour la nation. On essaie de trouver un budget pour le pays. Supprimez-moi le Sénat, voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Tous les partis de gouvernement qui ne veulent pas bloquer et qui ne sont pas obsédés par organiser des nouvelles élections, comme le sont la France Insoumise et la Rassemblement national, quel que soit le sujet, il faut une dissolution, une destitution des élections. Mais oui, parce que c'est bloqué à l'Assemblée. Là, c'est le passage en force. C'est soit on dit fuck la démocratie, on s'en bat les couilles, soit on dit nouvelles élections. C'est juste ça, au bout d'un moment. Si t'es démocrate, tu veux des élections,
si t'es un petit connard en dérive autoritaire, tu veux passer au forceps. À un moment donné, c'est juste ça la question qui se pose. Est-ce qu'on retourne aux urnes parce qu'on est des démocrates ou est-ce qu'on laisse les macronistes se comporter comme des dictateurs à la petite semaine? Et là, moi, genre, ils veulent que faire des élections, eux. Bah ouais. Bon, je parle pour LFI. RN, ils veulent faire des élections, c'est pas par envie de démocratie, hein, c'est juste parce qu'ils pensent augmenter leur nombre de sièges à l'Assemblée. Ils voient la montée de l'extrême droite, ils sont genre, oh, on veut de nouvelles élections. Mais à un moment donné, c'est ça la question qui se pose. Vous êtes des démocrates ou pas? Oui, non. Si vous êtes des démocrates, là, vu la situation, il faut des nouvelles élections. Point à la ligne. Sans ça, c'est que vous êtes dans une dérive autoritaire. Comme un certain Maduro, hein. N'est-ce pas, hein. Salut Elias, comment ça va? C'était bien ton live? Je vois que tu m'as pas raid. Je vois que tu m'as pas raid, Elias. Moi qui pensais... moi qui pensais que t'étais mon poulain. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Là, ça me raide même pas quand c'est à l'occasion. D'accord. Ok, je vois le genre. Je plaisante. T'as trop de monde, mais oui, je dis ça vraiment pour rigoler. Par contre, je te fais un shout-out, hein. Allez suivre Elias si c'est pas le cas. Hein. Très très cool. D'ailleurs, on se fait bientôt un stream échec a priori, on l'a décalé pour... Oh merde. Par contre, le pseudo, attends, c'est Elias avec 2 L. _ Fus Roda. C'est bon là, c'est parti. Voilà. Allez le follow. Très très cool. Et oui, voilà, on devait faire un stream échec, on n'a pas pu le faire parce que ça a été décalé, donc on le fait bientôt. D'ailleurs, j'ai parlé de toi en plus en disant que je faisais pas de traite quand t'as trop de monde. Tranquille après, hein. Fais comme tu veux. C'était juste que je me disais, oh, il y a l'occasion de faire une blague marrante. Allez, on reprend. Merci pour le non-raid. Merci d'être passé, ça fait plaisir. On leur dit, si c'est le budget de la nation, si c'est le budget du pays, ça serait bien quand même qu'on se soit mis d'accord sur au moins à quoi ils ressemblent. Vous les appelez eux aussi à une forme d'union nationale autour de vous, autour de ce budget? En tout cas, une forme d'union nationale pour les Français, notamment sur le budget des collectivités. C'est quoi, on finit juste là-dessus. Je suis vraiment pas un défenseur d'Israël, loin de là, mais il faut quand même dire que ses voisins ne sont pas vraiment démocratiques. Ouais. Je sais pas. Oui, moi j'essaie d'avoir une politique sur le ban où si les gens disent pas des immenses dingueries, j'ai pas envie de les ban. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je sais pas, pour moi c'est pas motif de ban, mais juste du coup arrêtez de vous embrouiller dans le chat, voilà. Et du coup on surveille là. Voilà. Mais non, mais parce que genre, soutenir Israël, nous c'est un truc, c'est un peu motif de ban de base, parce que, non mais je sais bien, mais let me explain. Let me explain, Hirondelle. 99% du temps, quand il y a des gens qui arrivent et qui disent du bien d'Israël, c'est des fachos. Vraiment, 100%. C'est arrivé 10 000 fois sur ce live. Des gens qui arrivent et qui sont en mode genre, bah quoi? Bah oui, c'est la seule démocratie du Moyen-Orient. Il y a 9 chances sur 10, et je te le dis, c'est pas contre toi. Il y a 9 chances sur 10 que 3 messages après, ça commence à dire, ah, de toute façon, les Arabes. Voilà. J'ai l'impression que c'est pas ton cas. Donc c'est pour ça, je vais pas te ban, mais je veux dire, il y a un réflexe sur le chat où du coup les gens ils sont ultra méfiants parce que 9 fois sur 10, les gens qui commencent à aller dans cette direction, 10 messages plus tard, vraiment c'est le 3e Reich quoi. Je dis pas que c'est ton cas, mais du coup c'est pour ça qu'il y a particulièrement, si là tu commences à te faire un peu insulter, c'est pour cette raison là. Mais moi pour moi il y a pas de, on n'est pas du Pribo, mais moi je sais pas. À voir. Donc c'est pour ça j'attends. Si vraiment c'est le cas, la dinguerie va arriver. Si la dinguerie arrive pas, je laisse, mais arrêtez de parler de ça, on parle d'autre chose, allez. Sinon je commence à, voilà. Sur au moins vous les appelez eux aussi. De quoi? Spoiler, c'est son cas, elle m'a dit qu'il fallait bombarder l'Irak parce que c'est un régime islamique. Ah ouais? Elle est bannie chez toi, Elias? Aïe, j'ai dit du bien d'Israël, moi. Mais non, t'as dit c'est la seule démocratie du Moyen-Orient qui se font attaquer par leurs voisins. Et vu la séquence génocidaire à Gaza, permets-nous de trouver que ce discours est quand même très 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 limite, quoi, voilà. Mais d'ailleurs, oui, elle follow 3 comptes, toi, moi et Pastèque et Avocat. Allez, c'est la dernière manière de te sauver. Je passe à autre chose, perso. Bon, à voir. Tu as été mis sous surveillance du KGB. Voilà, attention. La police secrète dans la sauce production te regarde de près. Peut-être un agent perturbateur. Voilà. Mais pour l'instant, non. Pour l'instant, il n'y a pas motif de ban. Mais juste arrêtez de vous embrouiller dans le chat. Ça se trouve, voilà. Ça se trouve, il y a trop. On va passer à un autre sujet, elle va être basée de fou. On sait pas. Non, on sait pas. Je laisse le bénéfice du doute. Une forme d'union nationale autour de vous? Autour de ce budget? En tout cas, une forme d'union nationale pour il y a un avertissement. On verra. La mauvaise foi. Non, mais je sais pas. Parfois, il y a des gens. On les prend pour des faf et tout, et c'est pas le cas, c'est juste, genre, tout le monde, je sais pas qui c'est, Hirondelle 676, mais ça se trouve, après, de ce que m'a dit Elias, je sais pas. Bon, on verra. Français, on verra. Notamment sur le budget des collectivités, où on a encore beaucoup de travail à faire dans la journée, pour savoir comment on en fait, au fond, un point. J'ai vu chez Draco, c'est une grosse droitarde. Non, mais à la limite, que quelqu'un soit de droite sur le chat, je banne pas les gens parce qu'ils sont de droite. Hein. Si vous dites pas de dinguerie, je ne banne pas. Donc là, pour moi, c'est en mode genre, à voir.
de Mais est-ce que consensus, ça veut d'équilibre, dire, de Amine compromis. Monchalin, que même s'il y a un 49-3 sans risque, j'allais dire, il reste un risque du côté de... Est-ce que le Sénat peut encore faire capoter le budget C'est de pas une l'État? question de risque, c'est une question d'unité, de stabilité, de concorde. Est-ce que ce budget, au fond, on On arrive passe à à se autre chose, de dire toute que... manière, sinon je banne tout le monde. Pour ça, on passe en sub-only. On passe même en sub-only, tiens, hop là. Allez hop. C'est en sub-only là, ça a marché? Ça marche pas. Je vois des gens pas sub qui postent. On est en sub-only là ou pas? Non? Bah non, on est pas en... Mais il marche pas mon bouton sub-only. Ah putain, j'ai pas le bouton, il marche pas. J'ai un bouton sub-only, il marche pas. Mais non, c'est pour rigoler. T'es sérieux? Je suis là en train de ricaner. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Attendez. Voilà. Quelqu'un de nouveau qui arrive. Pourquoi tant de mépris envers... Sachez qu'en plus, je suis en front page actuellement. Hein. Voilà, donc on est en front page, il y a des gens qui arrivent, c'est pas des gauchistes. Et moi, j'ai pas forcément envie de tous les braquer, peut-être qu'on peut en récupérer 2-3. Hein. Historiquement, il y a des gens de droite sur le chat qui sont restés des dizaines et des dizaines d'heures et j'ai réussi à les convaincre de 2-3 trucs. C'est aussi pour ça. Donc voilà, attendez. Pourquoi autant de mépris envers les grandes entreprises? Ah, voilà, on revient en fondamentaux. Pourquoi autant de mépris envers les grandes entreprises? Elles sont des rouages de notre économie, non? Et donc de notre société. Vous préférez qu'il n'y ait que des moyennes et petites entreprises? C'est clairement ce que votre ton et intonation laissent ressentir. Donc je ne vais pas me poser la question. Désolé pour le délai, vous êtes peut-être déjà passé à un autre sujet. Alors je vais te répondre. Moi, je suis communiste, d'accord? Je suis communiste, on a le droit d'être communiste en France. Donc moi, le problème, c'est pas qu'il y ait des grandes et des petites entreprises. Des grandes entreprises d'État, contrôlées démocratiquement par le peuple, qui traitent bien leurs travailleurs, qui seraient des fleurons de l'industrie française socialisés. Moi, je suis méga pour. Le problème avec les grandes entreprises, c'est que les grandes entreprises, aujourd'hui en France, se gavent d'argent public, se gavent de politiques d'exonération sociale pour tenter de maintenir et augmenter leurs bénéfices tous les jours, de plus en plus, au mépris de l'égalité, au mépris d'à peu près tout ce qui fait que ce monde est beau. Donc moi, j'aime pas les grandes entreprises, pas par essence, mais de par la manière dont elles se comportent finalement. Et en vérité, les petites et moyennes entreprises, il y en a plein qui se comportent exactement de la même manière. Mais quand on regarde concrètement, et quand on parle des questions budgétaires et fiscales, il y a une manne financière à aller chercher dans les grandes entreprises qui versent des dividendes records. Les milliardaires n'ont jamais été aussi riches. Les conseils d'administration des grandes boîtes, c'est des gens qui sont pétés d'oseille, qui veulent être toujours plus riches. Moi, c'est ça que je critique. C'est pas l'entreprise parce qu'elle est grande. Mais force est de constater, surtout quand on parle des questions fiscales, que là, il y a un gros problème, c'est le rapport qu'on a aux grandes entreprises. Moi, idéalement, j'aimerais les socialiser. Ça peut rester une très très grande entreprise. Moi, si toutes les entreprises c'était France quelque chose et c'était contrôlé démocratiquement par les travailleurs français, je serais pour avoir des grandes entreprises, des grands monopoles d'État contrôlés par les travailleurs. C'est pas parce qu'elle est grande le problème. C'est sa manière de se comporter comme des raclures capitalistes. Voilà, je t'ai répondu? Ça a pu te répondre? Voilà, allez, on passe à la suite. Il assure la stabilité. Peut-être qu'il ne change pas autant de choses que certains auraient voulu. Il résout des urgences des Français, mais il ne reste pas un élément... Ouais, ça pourrait faire un bon TikTok, ça, un peu, non? T'es là, Grouby? Est-ce qu'il est là, Grouby? Je mets un timecode. Grouby! Mais c'est pas toi, Grouby? T'es là, tu notes? Ça pourrait faire un bon TikTok avec le filtre et tout. La tirade comme ça, simple, efficace. Voilà. Donc c'est pour ça. C'est pas parce qu'il y a des gens qui ont l'air de droite dans le chat que moi je débanne instantanément, ce n'est pas ma politique. À partir du moment où ils me saoulent, là je le fais. Donc c'est pour ça. Parfois j'essaie de laisser le bénéfice du doute, c'est aussi... Voilà. Bref. Et d'opposition, j'espère avoir de répondu à ta tension. question en tout cas. Et donc sur le budget des collectivités, le Sénat par exemple pourrait arriver avec nous tous à se dire que ce qui est là n'est pas forcément ce qui est l'idéal, mais c'est... Je comprends ce point de vue. Mais est-ce que c'est pas un peu utopique au vu de la nature humaine? Je ne pense pas. Je veux dire, rien qu'à voir comment les gens m'ont traité dans le chat après la question, c'est difficile de croire qu'il y a un bon et un mauvais côté, non? C'est la nature humaine qui semble le problème là. Mais moi je pense que ça veut rien dire la nature humaine. En fait, moi je suis communiste. Moi je suis communiste. Et donc philosophiquement, les communistes, c'est le principe du matérialisme dialectique, c'est matérialiste. On pense que l'homme est le produit de son environnement. On pense que c'est les conditions matérielles d'existence des travailleurs et des gens de manière générale qui font ce qu'on est. Voilà. Donc c'est pas forcément une histoire de nature humaine. Et la nature humaine, c'est pas à cause de la nature humaine que les gens étaient tapés dans le chat. C'est que c'est que des gauchistes qui en ont gros et qui en ont marre de l'exploitation de l'homme par l'homme. Et du coup, ils ont vu à travers ton message comme le représentant d'une pensée que nous on combat. Et donc ils ont été un peu agressifs. Désolé, excuse-les, c'est un peu des couillons les gauchistes parfois, ils font des malins sur le chat Twitch, même moi ils m'énervent parfois, Mais non, c'est pas une question de nature humaine. En plus moi je suis matérialiste, donc je pense que la nature humaine, elle peut exister, mais c'est un truc comme genre, pour moi la nature humaine c'est en mode genre, l'instinct de protéger ses enfants, des trucs comme ça, l'amour, voilà. L'universalité de l'amour. Pour moi, c'est des trucs comme ça, la nature humaine. C'est pas s'exploiter les uns les autres et se battre les uns les autres. Ça, c'est l'extrême droite qui voudrait faire croire que l'homme, par essence,
est un loup pour l'homme, et en fait c'est la loi du plus fort. Le darwinisme social, ça rejoint un peu ce concept de nature humaine, quoi. L'homme est fait, par essence, sa nature c'est d'être mauvais, de vouloir exploiter l'autre pour être le plus puissant. Historiquement, il y a plein de sociétés où ça ne s'est pas vérifié. Et c'est justement au moment où il commence à y avoir la propriété, l'accumulation à travers la propriété. Et notamment, ça s'est décrit par Engels, le copain de Marx, dans De l'origine de la propriété privée de la famille et de l'État, qui est un bouquin très très intéressant, qui se sert des apports anthropologiques les plus récents pour essayer de prolonger la théorie marxiste. Et en mode genre, non, c'est justement la propriété et l'accumulation qui fait qu'on vit dans des systèmes avec de l'exploitation de l'homme par l'homme. Mais par nature, l'homme n'est ni bon ni mauvais. L'homme est le produit du système économique, notamment, dans lequel il évolue. Et dans le capitalisme, effectivement, on a l'impression que c'est la nature humaine de vouloir se bouffer les uns les autres. Mais non, changeons le système pour que la nature humaine change. Et on verra qu'en fait, tout va bien se passer. Moi, c'est mon avis, en tout cas. Voilà. Allez, on reprend. Amélie de Montchalin. Il est bien ce live, je suis content. De tension, et donc sur le budget des collectivités, le Sénat, par exemple, pourrait arriver avec nous tous à se dire que ce qui est là n'est pas forcément ce qui est l'idéal, mais c'est quand même mieux de se mettre d'accord sur quelque chose que de rester dans la confrontation. Moi, il y a quand même un truc que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment vous arrivez à être en dessous des 5% de déficit. C'est-à-dire que pour moi, j'ai fait tous les calculs, ils sont pas bons. Alors, comment vous faites pour ne pas augmenter trop les impôts et ne pas baisser la dépense publique et quand même faire des économies? Effectivement, est-ce que ce serait pas de la douille tout ça, genre? Il y a une douille quelque part. Et la douille, je vous le dis, c'est qu'ils vont faire quand même plein d'économies sur les services publics. Ils vont baisser les budgets d'à peu près tous les ministères, alors que déjà, l'école et l'hôpital public est à feu et à sang et les collectivités locales s'en tirent plus. Voilà. Spoiler. Il y a deux choses que je veux vraiment vous garantir. D'abord, il y aura moins de prélèvements obligatoires en 2026 qu'en 2019. Ok, donc ça fait moins de rentrées d'argent et à côté de ça, ils veulent réduire le déficit. Donc c'est qu'il va falloir économiser beaucoup d'argent, sauf l'armée. Donc ils veulent baisser les prélèvements obligatoires, c'est les impôts et les cotisations, tout ça. Ils veulent baisser les prélèvements, ils veulent augmenter le budget de l'armée, mais quand même baisser le déficit. Donc ça, en creux, ça veut dire les services publics et les collectivités territoriales et le budget de l'État, on va le massacrer pour pouvoir quand même faire ses économies malgré tout. Voilà. Et les retraites. Ça, c'est très important parce que 2019, c'est la dernière année. Ah oui, les retraites, genre les retraites, ils vont pas trop y toucher, effectivement. Les montants des retraites, parce que voilà, hein, c'est les électeurs sont beaucoup retraités en France, hein, et les électeurs macronistes en particulier. On avait un déficit sous 3%, et c'est la dernière année où d'ailleurs on était avant les grandes crises du Covid, de l'Ukraine, de l'inflation. La deuxième chose que je dois vous dire, c'est oui, il y a plein d'économies dans ce budget. Et j'en voulais même en faire davantage. Mais vous nous redites ce matin qui ce sera en dessous des 5%? D'abord, on sera à 5%. On avait dit 5% maximum. Vous maximum. Pas en dessous, vous serez à 5. On avait dit 5 maximum, on est à 5. Là, dans les tableaux, dans les équilibres. Mais vous savez, il y a beaucoup de gens qui parlent d'économie. Ils viennent souvent vous en parler à votre micro. Moi, je les vois ensuite, pas devant votre micro, je les vois dans l'hémicycle, à l'Assemblée, au Sénat. Ils les votent beaucoup moins, les économies. Ça enthousiasme beaucoup plus les économies quand on en parle que quand on doit les voter. Deuxième chose, c'est... Mais je dirais que c'est un peu le contraire, parce que elle enfin oui, ok, d'accord, mais elle fait le contraire. Elle est en mode genre, moi je parle pas des économies. Mais oui, on va en voter plein. On pourrait dire exactement l'inverse. Hein. Bon. On en a fait beaucoup en 2025. On a fait le plus grand effort de réduction de dépenses de fonctionnement de l'État, ce qui a permis aux collectivités et aux dépenses sociales de continuer. Je reviens juste là sur Hirondelle 678 et tout. J'ai l'impression que vous arrivez à débattre et que c'est pas non plus s'envoyer des fions à la figure et qu'Hirondelle 678, même si je suis vraiment pas d'accord avec, ça a l'air de vous arriver. Voilà. Là, je vois que ça débat à peu près calmement. Très bien, continuez comme ça. Juste. Pas d'insultes et pas de machin bidule. Peut-être essayez de la convaincre, voilà. Augmenter, c'est quand même la réalité. On va continuer. Vous savez, j'ai fait plein d'annonces pendant des mois sur les agences, les opérateurs. Le Premier ministre a aussi fait des agences. De ce point de vue-là. Agences, opérateurs. Il y a 70 mesures que les ministres doivent appliquer. Nous tous, on a tous les ministres, on a une feuille de route. Il y a 70 mesures de suppression, de rationalisation, de fusion. On réduit les dépenses de communication. On réduit les dépenses de commande publique. Donc oui, je peux vous dire, vous me connaissez. Ce sujet d'économie en 2025. On avait dit on voulait 5,4% de déficit. On a fait combien? 5,4. Deux questions encore. Pas parce que je suis toute seule, mais parce qu'on y a mis tous les parlementaires, tous les syndicats, toutes les associations patronales, toutes les collectivités, tous les trimestres à Bercy. Et on a dit, vous savez quoi, réduire le déficit, ça peut pas être que sur les épaules de la ministre du budget. C'est un sujet national et on va continuer. On a dit ça comme si les partenaires sociaux et tout, et ils bossaient avec les macronistes. C'est faux, hein, depuis comment ça s'appelle? Depuis le fiasco du conclave sur les retraites. Tous les syndicats de travailleurs, il n'y a que les syndicats patronaux qui sont restés. Même la CFDT, on finit par dire on peut discuter avec ces gens-là, on se barre, quoi. Alors, genre, on travaille avec tout le monde. Hein. Nous, on adore la démocratie, mais pas au Parlement, par contre. C'est deux mensonges, quoi, genre. Fois. Sur le consentement à l'impôt, quand votre prédécesseur à Bercy, le patron de Bercy, Monsieur Lombard, dit qu'il y a des milliers de contribuables parmi les plus aisés qui ne payent aucun impôt sur le revenu, vous dites il ment, mais c'est pas possible, ça peut pas suffire. Et ouais, donc c'est notre ancien ministre de l'économie. Et pourquoi il dit ça?
Pourquoi il dit ça? Parce que lui, c'est pas un macroniste de base. Hein. Lui, c'est un mec qui travaille à la Cour des comptes, c'est un haut fonctionnaire qui connaît quand même très bien les questions budgétaires et fiscales, parce que c'est un haut fonctionnaire qui bosse dans des institutions qui concernent ça. Donc il a un peu plus de bonne foi que les autres. Et vous remarquerez que ce gars-là, il est venu faire le sale boulot de la Macronie. Là, il est plus ministre. On parle d'Olivier Lombard. C'est Olivier, je crois que c'est ça. Et là, direct, il est en mode genre, on est obligé de dire la vérité, il y a un problème, les riches payent pas d'impôts dans ce pays. C'est quand même fou, hein. Genre, le mec, il vient faire le sale boulot en mode genre, ok, bon, je vais me sacrifier, je vais être ministre de l'économie. Éric Lombard. Il vient en mode genre, allez, je vais me sacrifier, on va essayer de faire passer un budget, hein, c'est un peu la galère, mais bon, allez, je vais être ministre de l'économie, je vais essayer. Il est plus ministre de l'économie, direct, il redit des choses qui rentrent en opposition avec la Macronie. À tel point que le gouvernement actuel dit de son précédent ministre de l'économie, il ment. Mais pourquoi il mentirait? Alors quand il est avec vous, il disait la vérité, maintenant qu'il est plus avec vous et qu'il parle en qualité de haut fonctionnaire de la Cour des comptes, là il se met à mentir, quoi. C'est ridicule, quoi. Même des gens, ils essaient d'en faire leur allié, en 2 semaines, ils changent leur fusil d'épaule, quoi. Aïe. Dire ça, c'est pas possible. Donc, qui est des gens dans notre pays? Il a été ministre du budget. Non, mais qui est des gens dans notre pays? Oui, voilà. Merci, Apolline de Malherbe. Éric Lombard, Apolline de Malherbe avec nous. De Malherbe avec nous. Lombard avec nous. Camarade de Malherbe. Non, pas camarade de Malherbe. Bref, allez. Moins que s'il devrait. Ça fait 1 an, là aussi, que je vous bassine. Non, mais il dit pas qu'ils payent pas assez. Ils disent des milliers de contribuables parmi les plus aisés qui ne payent aucun impôt sur le revenu. Il n'y a pas. Ça n'existe. C'est pas vrai qu'il y a des dizaines de milliers. Ce qu'il est vrai. Non, pardon. Pourquoi il dit ça? Non. Il s'est d'ailleurs lui-même un peu précisé et corrigé ensuite. Il était quand même ministre de l'économie. Il dit n'importe quoi. Il a dit, et je le dis, ce qui est vrai. D'ailleurs, Éric Coquerel, le président de la commission des finances insoumis. Il est venu à Bercy. Sur BFM TV, dans un instant, à 9h, il viendra répondre. Il est venu à Bercy. Qu'est-ce qu'il a vu? Je réponds à des gens dans le chat, j'ai pas suivi. Désolé, pardon. Parmi les plus aisés qui ne payent aucun impôt sur le revenu, vous dites il ment, mais c'est pas possible, ça peut pas suffire de dire ça, c'est pas possible. Donc, qui est des gens dans notre pays? Il a été ministre du budget. Non, mais qui est des gens dans notre pays qui payent moins que s'ils devraient? Ça fait 1 an, là aussi, que je vous bassine. Non, mais il dit pas qu'ils payent pas assez. Ils disent des milliers de contribuables parmi les plus aisés qui ne payent aucun impôt sur le revenu. Il n'y a pas. Alors attendez, est-ce que ça rejoint pas exactement les préoccupations de la taxe Zuckman? La taxe Zuckman, c'était ça. Quand Gabriel Zuckman a fait le tour des médias pour présenter ça, c'était en mode il y a une anomalie en France, c'est que les gens les plus riches ne payent pas d'impôt sur le revenu. Et donc, du coup, l'ancien ministre du budget, non, c'était de l'économie, je sais plus, au final, dit exactement la même chose, quoi. Donc voilà, leur ancien ministre. On arrive aux mêmes conclusions que Gabriel Zuckman qu'ils ont condamné unilatéralement dans la Macronie, quoi. C'est ridicule. Oui, c'était ministre de l'économie, c'était pas du budget. Ça n'existe. C'est pas vrai qu'il y a des dizaines de milliers. Ce qu'il est vrai. Non, pardon. Pourquoi il dit ça? Non. Il s'est d'ailleurs lui-même un peu précisé et corrigé ensuite. Il était quand même ministre de l'économie. Il dit n'importe quoi. Il a dit, et je le dis, ce qui est vrai. D'ailleurs, Éric Coquerel, le président de la commission des finances insoumis. Il est venu à Bercy. Sur BFM TV, dans un instant, à 9h, il viendra répondre. Ah ouais, putain, on aurait dû regarder Coquerel. Attends. Moi, j'ai vu qu'il y avait Montchalin ce matin, je me suis dit, vas-y, Montchalin. Il y avait Coquerel après. On a regardé Montchalin. Non, mais pitié, je suis trop con. On a rigolé. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu ce qu'on connaît tous, et ce sur quoi. Merci Ténor pour le 2e mois, merci beaucoup. Il y a effectivement des milliers de personnes qui aujourd'hui payent moins d'impôts que ce qu'elles devraient, parce que nous avons des phénomènes d'optimisation, de suroptimisation fiscale, ce qui a amené le gouvernement, je vous le rappelle, à proposer une taxe sur les holdings. C'est l'article 3 du budget. Et cette taxe sur les holdings va nous permettre... Il serait temps. Voilà, Drakeos qui lui dit les holdings sont taxés à 20% aux USA, je crois, c'est 0 en France. Il y a tellement moyen de contourner l'impôt. Alors après, ils sont en mode, mais on a le droit d'avoir une holding. C'est une holding, ça n'a rien à voir. Pourquoi on devrait taxer les holdings? Mais on devrait taxer les holdings parce que chez les milliardaires, vraiment les très riches, en fait, ils ont un tel empire que tout ce qu'ils consomment et tout ce qu'ils font passe par leur holding de toute manière. Ils ont besoin d'aller faire du sport, ils vont dans le club de sport qui appartient à leur holding, vous voyez. Ils possèdent tellement tout que tout passe par leur holding et ils vivent en circuit fermé en faisant des transactions financières en interne dans leur holding. En gros, c'est un peu ça l'idée. Il y avait une super vidéo d'Argent Magique qui expliquait ça. Et donc c'est pour ça qu'il faut taxer ces trucs-là. Sur le papier, c'est en mode, mais ils font ce qu'ils veulent, non? Bah non. Quand toute leur activité économique, ils la mettent dans le cadre de leur holding, c'est une manière d'échapper à l'impôt de manière absolument massive, quoi. Voilà, et c'est ça le problème. Ce que voulait faire Zuckman, je crois aussi. Bah ouais. De toute façon, il y a un truc où... parce que Gabriel Zuckman, c'est pas le communisme. Hein. Voilà, c'est juste... C'est un économiste de gauche. Ils sont pour une fiscalité différente, à même de régler les problèmes de déséquilibre en termes d'inégalité et aussi en termes budgétaires. C'est pas révolutionnaire, hein, Gabriel Zuckman. C'est comme Thomas Piketty et tout. C'est juste des économies de gauche qui veulent mieux réguler le capitalisme, etc. Je veux dire, c'est pas des dangereux bolcheviques, quoi. Loin de là. Mais en tout cas, par les macronistes, c'est déjà considéré comme des gens pas sérieux et des espèces de zinzins ultra-socialistes, etc., etc. Mais pourtant, quand tu t'intéresses un peu à ces questions-là, mais c'est évident qu'ils ont raison. Et d'ailleurs, il y a des gens qui leur donnent du gaz et c'est même pas des gauchistes. Hein.
Genre, Éric Lombard est d'accord avec Zuckman sur ces trucs-là. Il y a une raison. C'est que là, franchement, là-dessus, il faut se rendre à l'évidence. Je dis pas, après, on peut être le communiste, je pense, ça marche pas. Moi, je suis pour tatati tatata. Après, c'est des oppositions d'idées. Je dis pas, j'ai raison sur toute la ligne, sur l'intégralité des idées que je défends. On a le droit de pas être d'accord. Mais sur les questions de fiscalité et les questions un peu macroéconomiques, là, vraiment contemporaines à l'instant T, genre, comment donner tort à des mecs comme Zuckman, Piketty ou Thomas Porcher? Je suis désolé, genre, normalement, c'est évident, quoi. Même des hauts fonctionnaires de la Cour des comptes commencent à rejoindre totalement leur constat. Il y a une raison, quoi. Notamment, tel que nous Donc ça ne sera plus aboutissons, en 2026. de sortir tous les biens personnels de ces holdings, parce que soit vous avez la fiscalité des entreprises pour des projets Mais d'entreprise. genre, séparer personnel et professionnel quand on parle de milliardaires ou de multimillionnaires, ça n'a plus de sens. Regardez, même déjà les youtubeurs à succès. Les youtubeurs à succès, ils sont pas milliardaires. Hein. Ils sont millionnaires, mais à l'échelle de là, les gens dont on parle qui ne payent pas d'impôts, c'est des petits de rien du tout. Hein. Même les plus gros streamers, les plus gros youtubeurs, c'est des petits millionnaires de merde à côté de vraiment des grands puissants de France, quoi. Voilà, quand on parle de la taxe Zuckman, c'est au-dessus de 100 millions d'euros de patrimoine. Je suis pas sûr qu'il y ait un youtubeur en France qui ait 100 millions d'euros de patrimoine. Je pense qu'il y en a pas. Mais Squeezie et Thibaut InShape, c'est pas le cas. Ils sont pas assez riches pour ça, quoi. Et eux déjà, alors que c'est même pas encore le niveau de patrimoine des milliardaires, même eux déjà, il y a plus de séparation entre la vie professionnelle et personnelle. Ou je vais faire un vlog au Japon pour ma chaîne YouTube. Et c'est aussi des vacances au Japon. C'est ni personnel ni professionnel. C'est les deux en même temps. Et je veux dire, on parle de gens qui ont 1 million d'euros de patrimoine, parfois moins, parfois même pas 1 million d'euros de patrimoine. Et il y a déjà quasiment plus de séparation à bien des égards entre le personnel et le professionnel. Donc pour parler des holdings, des géants du luxe et des géants industriels et des familles de milliardaires, parler de séparation entre personnel et professionnel, sortir le personnel des holdings, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Parce que pour eux, et c'est les premiers à l'admettre et à fonctionner comme ça en interne, personnel et professionnel, ça n'est pas séparé. C'est la même chose. C'est la même chose au bout d'un moment. Voilà. Ce qui a amené le gouvernement, je vous le rappelle, à proposer une taxe sur les holdings. C'est l'article 3 du budget. Et cette taxe sur les holdings va nous permettre notamment, tel que nous Donc ça ne sera plus aboutissons, en 2026. de sortir tous les biens personnels de ces holdings. Oui, Parce que ils vont dire « Oh non, il y a quasiment aucun bien personnel dans ces holdings. Oh non, au final, bah non. On va pas réussir à les taxer comme ça. Zut, bon, on a essayé quand même. Voilà, c'est ça la stratégie. De la même manière que l'ISF, il y avait un truc où ça concernait que les biens professionnels et pas les biens que les biens personnels et pas les biens professionnels d'ISF. Et c'est pour ça que c'est un impôt qui était très inefficace. Il rapportait genre 4 milliards par an, c'est pas grand chose en réalité. L'impôt était très très inefficace parce que justement on disait ça ne concerne que la propriété personnelle et pas les biens personnels et pas les biens professionnels. Et du coup les milliardaires, l'ISF ils s'en battaient les couilles. Les petits millionnaires qui avaient juste du patrimoine immobilier, ok, eux, ça leur faisait payer, mais les très très méga riches, l'ISF, ils ont payé pas beaucoup, parce que ça ne concernait pas les biens professionnels. Et donc là, du coup, elle est en mode genre, ouais, on va faire de la fiscalité sur les riches, mais pas sur les biens professionnels. Donc en fait, c'est justement le problème. Et c'est pour ça que l'ISF ne marchait pas. Si on va aller chercher cet argent, justement, il faut s'attaquer aux biens professionnels. Et admettre que pour les milliardaires, ou en tout cas pour ceux qui ont un patrimoine au-dessus de 100 millions d'euros, la séparation professionnelle personnelle n'a pas de sens, quoi. C'est quoi ça? Guillaume de Lombard de Montchalin? Attends. Je lis comme ça. C'est la holding de Montchalin, du coup. 3 entreprises, effectivement. Rosa Holding, Bidwax et Montchalin Conseil. Et un qui a été cessé. Voilà. Chiffre d'affaires de 6,25 millions d'euros. 51 500 000 euros de patrimoine. Ah ouais. De capital. Alors après, c'est pas Amélie de Montchalin qui a ça elle toute seule. Hein. Donc elle-même a une holding familiale. Bon bah voilà. Une holding, c'est une maison mère de toutes les entreprises, en fait. Voilà, en gros. Et bah, oui, c'est son soit mari. vous Ok. avez la fiscalité des entreprises C'est la pour famille, les projets quoi. d'entreprise, soit vous avez des biens personnels qui ont une fiscalité personnelle. Et on va Non, c'est essayer 50 millions. 50 millions, c'est le capital de la holding. Ça veut pas dire qu'elle possède 50 millions de patrimoine. C'est un peu différent. Voilà. Et voilà. d'arrêter cette Ouais, si quelqu'un a une holding en rap, n'hésitez pas à la filer à Krone. Hein. Voilà. de confusion où vous bénéficiez de la fiscalité des entreprises pour vous constituer un patrimoine personnel. Ça amène à ce qu'effectivement, il y ait des petites dizaines de milliers de personnes. Tu voyez ce que c'est le truc des SCI familiales dans les familles bourgeoises? Il y a une SCI familiale avec des biens qui appartiennent à la famille et qui permettent de contourner l'impôt, etc., etc. La holding, c'est un peu le même principe, mais généralisé, où en fait, le patrimoine familial, c'est l'empire entrepreneurial familial. Et du coup, il y a une boîte maison mère qu'on appelle la holding, duquel dépendent toutes les différentes boîtes de l'empire familial. En gros, c'est ça. Voilà. Là où une SCI familiale, c'est plus pour du patrimoine et c'est pas directement professionnel et c'est moins généralisé, quoi. Voilà. Et il n'y a pas besoin d'être milliardaire pour avoir une SCI familiale. Hein. Voilà. Et je sais de quoi je parle.
qui paye moins que ce qu'elle devrait. Et donc, nous, on lutte contre la fraude, on lutte contre la suroptimisation, mais je le dis. C'est bon, Hirondelle? Ok, très bien. Bannissez à ma place, moi je sais pas quoi faire. S'il y avait des dizaines de milliers de J'ai pas vu personnes les qui dingueries, payaient mais très bien. zéro impôt sur le revenu alors qu'ils Ciao, sont Hirondelle. fortunés, un, ça fait comme ça. longtemps qu'on l'aurait su, deux, ça fait longtemps qu'on l'aurait combattu, donc il y a la suroptimisation, et maintenant on la combat. Merci. Et vous avez dans le budget beaucoup de mesures, parce que c'est aussi un enjeu, vous l'avez dit, de consentement à l'impôt, de justice, d'efficacité. Moi je connais aussi bien les SCI familiales. J'avais un grand-père, il est décédé, maintenant j'avais un grand-père qui était riche. Voilà. Et de respect des Français avec les uns et les autres. Et donc, sur ce sujet, ça fait 1 an que je travaille, et il y a des résultats qui seront, je l'espère... Voilà, je possède une toute petite part dans la SCI familiale qu'a fondé mon grand-père. Je le dis. Mais c'est uniquement la nue propriété, j'en ai pas l'usufruit, du coup je gagne pas d'argent avec. Et j'aimerais bien m'en séparer, parce que bon, ça pour le coup c'est de la propriété, c'est pas juste de l'argent. C'est pas de l'argent de l'héritage, vous voyez. Ça pour le coup, j'en veux pas. Je veux me faire tout seul, moi, c'est bon. Je vais refiler ça à mes sœurs et puis basta. Bref. Dans le budget qui sera, Amélie de Montchalin, moi je suis honnête, hein. du budget. Merci d'avoir répondu à mes hein. questions. Il est 8h47 sur MCBF. Ok, bon bah ouais, en conclusion je dirais dégage mon chalin. Quelqu'un a l'extrait de dégage mon chalin? Il était très marrant cet extrait. Bon, j'ai un peu décroché sur la fin, c'était pas très intéressant. Et de respect mais des Français. Mais le reste était bien, hein, sinon c'était cool. Explosion? Non. Résumé, pas de génocide, Maduro dictateur et Trump redresse d'une main de fer les USA. Ah ouais, non, ça fait beaucoup là. Ok, alors surtaxer l'héritage, moi je suis pour plus taxer l'héritage. Attends, que ça soit clair, quand on parle de plus taxer les héritages, c'est surtout pour parler des empires familiaux où ça se balance des holdings de père en fils sans payer d'impôts avec des gens qui exploitent tout un tas de gens. Hein. Moi personnellement, je suis pas dans, c'est pas dans ce cadre-là. Mais bon, après, c'est des trucs que j'ai pas forcément envie d'en parler parce que ça ne me concerne pas que moi. Voilà, tout simplement. Bref. Suppression de la propriété lucrative, mais ouais, moi jamais de la vie, même si j'en ai les moyens, jamais de la vie j'achèterai un appart à louer à des gens. Je ne veux pas faire ça de ma vie. C'est mort. Moi, la chance que j'ai de par le fait que j'avais un grand-père avec de la thune, bah oui, effectivement, j'ai une chance de fou qui fait que j'ai un filet de sécurité familiale, etc. Je m'en suis jamais caché, hein, de ça pour le coup, je m'en suis jamais caché. Je suis jamais trop rentré dans les détails, mais je m'en suis jamais caché. Moi, ce truc-là, je vais m'en servir pour justement m'émanciper de toutes ces logiques marchandes, etc. quoi. Moi, ça va me servir à pouvoir acheter un bien immobilier avec ma bien-aimée, m'endetter 20 ans auprès d'une banque pour pouvoir après être propriétaire de mon logement. Et basta, on n'en parle plus. C'est le seul truc. Comme ça, après, je suis bien, je suis tranquille. Moi, je suis pas dans une logique de me servir de ça pour aller faire fructifier le machin bidule. Genre, absolument pas. Et bon, un jour, je pourrais rentrer dans les détails, mais j'ai pas envie parce qu'encore une fois, ça ne concerne pas que moi. Ah, merci le dégagement chalin. Bon, on va finir là-dessus. Hop là, on va finir là-dessus. Bonjour monsieur. Mais c'est Brigitte Lecordier, c'est la VO de Sangohan, vous reconnaissez? C'est oui. Mais c'est oui. Ah bonjour madame. Où en sont là? Je me suis engagé dans la marine marchande, c'est quoi cette histoire? Écharpe. Bon, attendez, c'est le moment de finir la VOD, là, je vais mon repère. En tout cas, voilà, si vous avez regardé la VOD, c'était un peu décousu, mais on a bien rigolé, je trouve. C'était cool. Et j'espère que j'ai bien détricoté les arguments antidémocratiques et autoritaires et libéraux de Amélie de Montchalin. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. Et moi, je vous fais des gros bisous. On se voit bientôt pour la suite du feuilleton budgétaire. Allez, bientôt le season final, on pourra enfin passer à autre chose. Abonnez-vous.